Bon après-midi à tous, bienvenue à cet après-midi spécial table ronde odonto de la filière Oscar. Quand j'ai commencé comme dentiste il y a plus de 25 ans maintenant, je pense que je voyais mes premiers patients maladies rares dans les sous-sols de Saint-Vincent-de-Paul et avec une lampe torche que j'avais été achetée au Vieux Campeur. Et c'était compliqué. Et cet après-midi, animer une table ronde autour des dents, c'est extrêmement une grande joie et une telle évolution pour les patients, parce que je pense que les dents, ça fait partie intégralement de la santé, du bien-être et de la qualité de vie. Donc un grand merci à Agnès, à la filière, à Elisabeth de nous donner ce temps de parole et d'échange avec non seulement des patientes, mais également des personnes qui vont pouvoir nous aider à avancer, des assistantes sociales, des orthodontistes, des personnes qui permettent de mieux assumer la prise en charge de ces manifestations dentaires qui sont parfois très invalidantes. Donc on va commencer l'après-midi par écouter mon collègue professeur Martin Bios-Duplan de l'hôpital Bretonneau, qui est dans la filière phosphocalcique, dans le centre phosphocalcique, et qui va nous décrire l'ensemble des manifestations qui peuvent toucher nos patients. Ensuite, on aura notre jeune collègue Lisa Friedlander, qui est actuellement à Imagine, qui est également maître de conférence à l'UFR unifié de l'Université de Paris en odontologie, et qui viendra nous parler de ses travaux sur la qualité de vie. Puis nous aurons une table ronde où nous discuterons de tous les problèmes que rencontrent nos patients, avec des patientes qui sont gentiment venues pour parler avec nous cet après-midi. Martin, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Je vais commencer aussi par remercier très chaleureusement la filière de nous donner cette opportunité d'organiser cette session et de parler des soins dentaires des patients qui présentent une maladie de l'os et du cartilage. Avant de commencer, voici mes liens d'intérêt. Donc, comme l'a dit Catherine, moi je vais essayer de faire un overview rapide des différentes manifestations orales. Évidemment, c'est forcément succinct. On ne va pas pouvoir tout voir, et puis le côté catalogue peut être un peu rébarbatif. Et une fois qu'on aura vu cette overview très rapide, on essaiera de voir quelques difficultés inhérentes à ces atteintes et ensuite éventuellement quelques solutions. Mais je pense que les solutions elles seront plus abordées au cours de la table ronde. Donc pourquoi parler de ces manifestations orales dans le cadre des maladies génétiques de l'os et du cartilage? Parce que, comme vous le savez, dans la bouche, on va avoir un certain nombre de tissus minéralisés. On en a 4, avec plus ou moins de similitudes avec le squelette en termes de développement et en termes d'homéostasie, des tissus évidemment très proches comme les os des maxillaires qui sont intégrés au reste du squelette, comme la dentine, avec une composition, une formation très très proche de l'os, et des choses un petit peu plus différentes comme le sément et l'émail. On va, beaucoup pour des questions de temps, mais aussi d'expérience dans notre centre, se concentrer sur 4 grandes maladies, l'ostéogenèse imparfaite, les hypophosphatémies génétiques et en particulier celles liées à l'X, l'hypophosphatasie et les pseudo-hypoparathyroïdies. Donc si on commence par s'intéresser à l'émail, on va avoir 2 grands types de défauts. La plupart du temps des hypoplasies, des petites zones d'émail qui manquent, soit au niveau de toute la couronne dentaire, soit ponctuellement, et également des micro-craquelures. Ça va être des diagnostics le plus souvent cliniques, éventuellement radiologiques, où on va pouvoir voir un émail qui est un petit peu plus fin. Et ça va avoir comme conséquence clinique une altération de l'aspect de la dent, des pertes de substance également, et des sensibilités dentaires. C'est très présent dans l'hypophosphatasie, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, avec parfois une localisation spécifique sur certaines dents, comme chez cette petite fille, qui va présenter des défauts assez localisés sur certaines dents temporaires, ou comme chez cet adulte ici, ou alors de façon généralisée,
soit un émail qui est un petit peu plus fin et qui va s'user mécaniquement et chimiquement plus rapidement que la norme, comme on peut voir ici, ou des choses beaucoup plus sévères de type amélogénèse imparfaite qui, heureusement, ne sont pas la norme. Dans le XLH, on peut avoir des manifestations également de l'émail, même si elles vont être beaucoup plus rares, en tout cas macroscopiques. Ce qu'on va voir, c'est plutôt ces micro-craquelures qui sont liées, on pense plutôt à des défauts de la dentine, et on va voir quelles conséquences elles peuvent avoir. Dans les pseudo-hypoparathyroïdies, on a également des défauts d'émail qui, pour le coup, sont très courants, soit des défauts de type hypoplasie et hypomaturation avec ces grosses taches blanches qu'on peut avoir sur ces dents. Et une revue assez récente de la littérature avait montré que sur 56 patients où on avait analysé ce qui se passait dans la bouche, eh bien, on en avait 41 qui avaient des défauts d'émail, donc quelque chose qui est très très courant. Ce qui a plus d'implications cliniques pour nous, ça va être les défauts qui touchent la dentine. La dentine, c'est ce qui constitue le plus gros de la dent, de la couronne et de sa racine. C'est extrêmement proche de l'os en termes de composition, encore une fois. Et du coup, ce qui touche l'os, très souvent, va toucher la dentine. On peut avoir des cas d'hypoplasie, où la quantité de dentine fabriquée est insuffisante, et des cas, au contraire, d'hyperplasie, où la dentine se forme de façon excessive, avec souvent quand même une hypominéralisation. Ça se diagnostique cliniquement, mais beaucoup radiologiquement. On a besoin de radio pour évaluer la quantité de dentine, parce que ça ne se voit pas, c'est recouvert normalement par l'émail. Et ça se traduit en clinique par des pertes de substances, soit des propriétés mécaniques de la dent qui sont moins performantes, soit éventuellement des infections endodontiques. Les infections endodontiques, on va les rencontrer en particulier dans le XLH, où on va avoir une hypoplasie de la dentine, c'est-à-dire que cette dentine, elle se forme normalement au détriment de la pulpe dentaire. Et ce qui se passe dans le XLH, c'est que cette dentine ne se forme pas de façon suffisante et qu'en plus, le peu de dentine qui est formé est hypominéralisé. Et du coup, on va observer cet aspect qui est assez typique de chambre pulpaire anormalement large qu'on peut voir chez cet enfant ici, comparé à la situation chez quelqu'un en bonne santé. On observe la même chose chez l'adulte, même si ça a une tendance à s'améliorer avec le temps de façon très progressive et limitée. Cette dentine qui est en moins grande qualité et qui est moins minéralisée, elle va permettre le passage de bactéries très facilement et aboutir à vraiment ce qui est la manifestation dentaire numéro 1 dans le XLH, c'est des infections endodontiques sur des dents intactes. Donc ce qui se passe, c'est que la bactérie qui est normalement présente dans la cavité orale, elle pénètre par des micro-craquelures de l'émail dans la dentine, et elle pénètre d'autant plus facilement que cette dentine elle est mal minéralisée et que le nerf est anormalement volumineux. Et ça aboutit à cette situation qui est tout à fait inhabituelle pour un dentiste, c'est une infection de la dent sur une dent qui est parfaitement intacte. Il n'y a pas de carie, il n'y a pas de trauma, tout va bien, et pourtant cette dent elle est infectée, et cet aspect tout à fait inhabituel, ça aboutit à des retards de diagnostic et un peu de tension parfois avec le dentiste. C'est extrêmement fréquent puisqu'il y a plus de 50% des enfants, malgré un traitement conventionnel débuté assez tôt, qui vont avoir ces abcès, et presque plus de 3/4 des adultes qui présenteront également ces abcès. Ces abcès, ils peuvent diffuser ensuite très rapidement dans l'os des maxillaires, d'autant plus facilement que cet os est peu minéralisé, et du coup aboutir à des cellulites maxillofaciales qui là vont nécessiter des prises en charge urgentes avec parfois des fistules au niveau cutané et donc des répercussions potentiellement assez graves. Dans l'HPP, on peut observer des défauts assez proches, avec, là encore, des chambres pulpaires anormalement larges, une quantité de dentine qui est réduite et qui est aussi défectueuse avec une minéralisation qui n'est pas complète, la subsistance de zones hypominéralisées au sein de la dentine, mais pour des raisons qu'on ne comprend pas tellement, en tout cas dans l'HPP, pas de façon courante, on ne va pas observer d'abcès et d'infections endodontiques spontanées comme dans le XLH.
Dans l'ostéogenèse imparfaite, on va avoir une manifestation dentinaire complètement différente avec ce qu'on appelle une dentinogénèse imparfaite, où là, on va avoir une vraie modification des propriétés mécaniques de la dent. Ce qui n'est pas tellement le cas dans l'UXLH, où on n'observe pas des dents qui se fracturent. Dans l'OI, quand le patient présente également une dentinogénèse imparfaite, ce qui est très souvent le cas, on va avoir des altérations des propriétés mécaniques de la dent et des dents qui vont se fracturer et s'user de façon tout à fait anormale. Et on va avoir également une altération de l'aspect de la dent, parce que l'émail, c'est quasiment transparent. Ce qu'on voit de la dent, c'est la dentine qui est en dessous, avec des dents qui peuvent être bruns, jaunes, grises, éventuellement un petit peu bleutées, opalescentes, là avec un vrai retentissement dans la qualité de vie des patients. Et puis la dernière chose, c'est ces oblitérations pulpaires. Donc là, on est dans une situation complètement opposée à ce qui peut se passer dans le XLH ou dans l'HPP, où on va avoir au contraire trop de dentines qui se forment et une oblitération du nerf qui est normalement présent. C'est ce qu'on peut voir ici sur ces dents. Vous voyez, on a beaucoup de mal à distinguer où est le nerf. Et là, on a une dent qui s'est fracturée. On en a perdu une partie. Ça, c'est embêtant parce que si jamais on a une infection au niveau des racines de ces dents, qui peut malgré tout intervenir, on va avoir beaucoup de mal à la traiter, à la dévitaliser comme une dent classique, parce qu'on va avoir du mal à accéder aux canaux dans les racines. Ça, c'est une illustration d'une patiente qui présente une ostéogenèse imparfaite de type 1, associée à une dentinogénèse imparfaite. Et on retrouve plusieurs aspects. Le fait que toutes les dents définitives ne sont pas atteintes avec la même sévérité. Vous voyez, il y a des dents clairement qui ont des altérations de teinte et d'autres pas. On retrouve les oblitérations pulpaires. On ne peut plus distinguer la chambre pulpaire sur ces dents. Et puis on retrouve la fragilité dentaire avec les fractures. Vous voyez ici une dent qui s'est fracturée et ici une autre dent qui s'est fracturée. Le troisième tissu qui va être affecté, c'est peut-être celui qu'on connaît le moins, c'est le sément. Donc c'est une toute fine couche de tissu qui est autour de la racine et qui permet l'ancrage des fibres de ligaments qui, en regard, sont ancrées dans l'os. Donc c'est ce qui permet d'ancrer la dent véritablement dans l'os des maxillaires. Les défauts qu'on va pouvoir observer, soit une hypoplasie, soit une hypominéralisation. Là, le diagnostic, il est que clinique parce qu'au niveau radiologique, en général, le sément, on ne peut pas le voir. Et ça va aboutir à deux grandes manifestations, soit la perte prématurée de dents, en particulier chez l'enfant, soit une susceptibilité accrue aux parodontites. La maladie où on va rencontrer le plus ces défauts de sément, c'est l'hypophosphatasie, où depuis quelques années, on sait que si on analyse la racine de patients qui présentent une hypophosphatasie, on peut trouver cette hypoplasie du sément, une fine couche de sément qui, le plus souvent, n'est pas fonctionnelle, ne permet pas l'ancrage de la dent dans son alvéole. Ce défaut d'ancrage, ça aboutit à une manifestation majeure de la maladie qui est la perte prématurée de dents de façon très précoce, de dents qui ont leurs racines intactes. Donc on est dans une situation qui est très différente de la perte de dents temporaires classique où la racine est rhizalisée. Là, on a une petite fille qui a perdu, vous voyez, ces deux incisives. On a encore la trace de ces deux incisives. Il n'y a pas du tout d'inflammation, il n'y a pas d'infection, il n'y a pas eu de trauma, il n'y a pas de carie ou quoi que ce soit. Mais l'ancrage de la dent n'est pas fonctionnel parce qu'au niveau racine, on n'a pas un sément qui fonctionne normalement. Et du coup, ces dents, elles vont être expulsées très rapidement, parfois même avant que la racine ait fait son édification complète. Ça, c'est important parce que c'est souvent une des premières manifestations de la maladie. Ça va être un des premiers signes. Et du coup, là, il y a vraiment une importance pour que le dentiste soit au début d'une chaîne qui aboutisse à la prise en charge du patient de façon optimale. Les défauts du sément, ils peuvent aussi intervenir chez l'adulte et se traduire le plus souvent par une susceptibilité accrue aux parodontites. Donc, les parodontites, c'est des maladies qui sont très fréquentes dans la population générale, qui sont en général associées à de l'inflammation gingivale. Là, c'est un petit peu différent parce que même en l'absence d'inflammation, en l'absence de bactéries autour de ces dents, on a ces pertes d'attache, on a les manifestations d'une parodontite. C'est ce qu'on peut voir
chez cet homme avec, sur les radios, une perte osseuse de la moitié à peu près du support osseux de ses dents. Et ça, on pense que c'est vraiment lié au défaut du sément. Dans les hypophosphatémies génétiques, on a également ces défauts de sément, beaucoup moins sévères que dans l'hypophosphatasie. Les enfants XLH ne perdent spontanément pas de dents, mais chez l'adulte, ça va être aussi responsable d'une susceptibilité accrue aux parodontites. On avait fait cette étude dans notre service il y a quelques années, où on avait observé que les adultes XLH qui étaient suivis, pour les 3/4, ils présentaient une parodontite modérée ou sévère, ce qui est beaucoup plus que ce qu'on peut observer dans la population générale, et que ces défauts, que cette susceptibilité accrue aux parodontites, elle est vraisemblablement liée, là aussi, à une hypoplasie du sément. C'est une analyse qu'on avait faite sur des dents qui avaient été extraites et comparées à des patients en bonne santé. Dernier type de tissu minéralisé qui est affecté, c'est évidemment l'os des maxillaires, l'os qui entoure les dents, l'os alvéolaire, mais aussi l'os des bases squelettiques qui permet une position correcte des dents les unes avec les autres. Donc là, les défauts, ça va être soit des défauts de croissance des maxillaires qui vont aboutir à des malocclusions, soit plus tard, dans la vie adulte, des défauts de consolidation, de cicatrisation d'os qui peuvent aboutir à des pertes d'implants ou des échecs de chirurgie, par exemple chirurgie orthognatique. Dans l'ostéogénèse imparfaite, qu'il y ait ou non une dentinogénèse imparfaite, c'est quelque chose qui va être extrêmement courant, où on va avoir un défaut de croissance du maxillaire, peut-être lié à une base du crâne raccourcie, et ça va aboutir à des bases squelettiques qui sont décalées et des dents qui sont des arcades dentaires qui sont décalées les unes avec les autres. La situation normale, c'est que l'arcade maxillaire circonscrive l'arcade mandibulaire. Et là, on est dans une situation qui est inversée chez cette patiente qui a une ostéogénèse imparfaite de type 3. On voit également ces défauts d'éruption avec des béances postérieures qui subsistent, comme c'est présent chez cette jeune patiente qui a une ostéogénèse imparfaite de type 1. C'est également très présent dans les pseudo-hypoparathyroïdies, où on cumule les défauts d'éruption avec des béances postérieures qui subsistent, et également un défaut de croissance des maxillaires. Donc des malocclusions qui sont extrêmement fréquentes. Un peu plus tard dans la vie adulte, régulièrement, quand ces patients auront perdu des dents, ils vont avoir besoin de réhabilitation prothétique idéalement sur implant pour permettre des réhabilitations fixes. Et quand vous mettez en place un implant dans l'os, ce qui se passe, c'est que vous avez besoin d'une cicatrisation osseuse qui implique une néoformation d'os entre les spires de l'implant. Et clairement, ces étapes, elles sont dysfonctionnelles chez les patients qui ont une hypophosphatasie ou une hypophosphatémie génétique. On avait analysé de façon rétrospective les gens qui venaient nous voir pour la première fois. On leur demandait s'ils avaient eu des implants ou s'ils avaient des implants. Et on avait calculé, alors c'est des toutes petites séries de patients évidemment, mais on avait calculé des taux de succès implantaires autour de 60%, alors que dans la population générale, on est plus proche des 95%. Donc quand même une grosse différence, avec là donc un vrai risque de perdre ces implants, que ces traitements ne fonctionnent pas normalement. Donc toutes ces différentes manifestations, elles vont aboutir à des difficultés de prise en charge, difficultés inhérentes au type d'atteinte. Donc j'en ai listé un certain nombre. Je pense que malheureusement, ce n'est pas exhaustif. La première difficulté, de mon point de vue, c'est que ces atteintes, elles sont souvent très étendues, parce qu'elles concernent souvent toutes les dents, très sévères et très précoces. Il faut réaliser qu'on a 28 dents en bouche, en général, et que 28, c'est beaucoup quand vous avez un problème sur chacune de ces dents. Chez ce jeune ado XLH, qui a pourtant bénéficié d'un traitement conventionnel très précoce, on arrive à cette situation où on garde des chambres pulpaires anormalement larges. Et du coup, un risque d'infection endodontique spontanée sur chacune de ces dents.
Donc voilà, on a 28 dents, potentiellement on peut avoir 28 infections endodontiques, donc des situations qui peuvent être assez dures. Ou cette situation-là, où on a une ostéogenèse imparfaite associée à une dentinogénèse imparfaite, un défaut structurel de la dent qui va imposer la restauration de l'ensemble des dents en bouche. Donc vous avez 28 dents, ça va imposer 28 restaurations. Donc évidemment une prise en charge très étendue. La deuxième difficulté, qui n'est pas propre aux manifestations orales, ça va être la rareté de la présentation clinique. On a parlé tout à l'heure de l'aspect tout à fait inhabituel d'avoir une infection endodontique sur une dent intacte. On est confronté chaque année à des témoignages de patients qui vont voir leur dentiste. Voilà, j'ai cette infection, j'ai mal et tout. Et pour lui, le dentiste, c'est impossible que cette dent soit responsable de l'infection parce qu'elle est intacte, elle n'a pas de problème. Donc, c'est que le patient doit raconter des cracks ou se tromper. Donc ça, clairement, là, on pâtit de la rareté de l'atteinte. Et puis l'absence de guidelines pour les soins. Toutes nos procédures de prise en charge de ces patients, quand vous allez restaurer une dent et vous allez coller un matériau dessus, évidemment, ce n'est pas développé pour une dentine hypominéralisée, une dentine atteinte d'une dentinogénèse imparfaite ou autre. On pâtit aussi de l'absence de traitement étiologique encore pour un certain nombre de ces maladies. On a des défauts constitutionnels. Si on ne traite pas la cause de ce défaut constitutionnel, forcément, on va avoir des conséquences difficiles à prendre en charge, même si on va voir que pour certaines maladies, on peut bénéficier d'un traitement qui améliore les manifestations orales. Un aspect qui est très important aussi, c'est l'absence de réparation et de remodelage pour au moins 3 de ces tissus. Une fois que l'émail est formé, on n'a plus de potentiel de réparation. Une fois que la dentine est formée, on a un tout petit potentiel d'amélioration au fil des années, mais qui est extrêmement limité. Et le sément, semble-t-il, un petit potentiel d'amélioration, mais il n'y a pas, en conditions normales, un remodelage comme on pourrait avoir pour le squelette. Donc, c'est globalement, il y a peu d'amélioration avec l'âge. Les atteintes sont différentes chez l'enfant et l'adulte. Il y a des problèmes qui ne concernent que les enfants, il y a des problèmes qui ne concernent que les adultes. Ça va rajouter un niveau de complexité déjà dans ces prises en charge très rares avec des prises en charge différentes chez l'enfant et chez l'adulte. Et enfin, tout ça, ça intervient chez un individu qui a d'autres problèmes de santé, par ailleurs, que les dents, où forcément les dents ne sont pas toujours la priorité, on le comprend bien. Et du coup, il va falloir caler la prise en charge dans un agenda médical déjà extrêmement chargé. Donc, si on se concentre sur l'intérêt d'un traitement étiologique et d'une prise en charge précoce, pour finir peut-être sur une note un petit peu plus positive, pour montrer que la situation évolue plutôt dans le bon sens, on va avoir 2 exemples de situations où le traitement étiologique de la maladie, la prise en charge systémique, bénéficie également pour les manifestations orales. C'est le cas clairement dans les hypophosphatémies génétiques liées à l'X, où la supplémentation en vitamine D et en phosphore, si elle est commencée suffisamment tôt et que le traitement est bien suivi, il y a une vraie amélioration au niveau des dents. Et on peut constater, ça on le voit tous les jours, que nos patients, si on compare leur santé orale à celle de leurs parents atteints, ils sont en bien meilleure santé. On a, vous voyez, chez ces jeunes adultes, ici, il n'y a aucune dent qui a été dévitalisée, ce qui veut dire qu'il n'y a eu aucun abcès sur des dents définitives. Là, il y a une dent qui a été dévitalisée, là, il n'y en a qu'une seule. Si on compare la situation avec leurs parents, on a des situations beaucoup plus sévères chez leurs parents. Donc là, clairement, la prise en charge précoce chez l'enfant, systémique, générale, bénéficie aux dents. Et on avait mesuré le pourcentage de dents traitées, donc endodontiquement, qui est un bon indicateur des antécédents d'abcès. On avait vu que chez les adultes qui n'avaient pas bénéficié d'une prise en charge précoce et une prise en charge assez intermittente, on arrivait à près de 30% des dents qui avaient été traitées endodontiquement, à comparer à cette dernière catégorie des patients qui ont bénéficié d'un traitement de plus en plus approprié et fin,
autour de 15-24 ans qui ont finalement très peu de dents traitées. Donc là, encore une fois, bénéfice d'une prise en charge précoce et générale. Aujourd'hui, traitement qui est progressivement remplacé par le burosumab, dont le bénéfice sur les dents reste à évaluer. C'est une des études qu'on est en train de mener dans notre service, même si on voit également une amélioration et un bénéfice de la prise en charge générale. L'autre maladie pour lesquelles les manifestations orales ont vraiment bénéficié de traitements systémiques, c'est évidemment l'hypophosphatasie, où on a une correction très probable de la minéralisation des tissus dentaires avec le traitement par asphotase alpha. On peut voir l'exemple chez ce petit garçon. Ça, c'était la situation initiale. Il a été traité à partir de 2016 et on a une amélioration progressive de la minéralisation qui se traduit par une réduction de la taille des chambres pulpaires qu'on peut observer aussi bien au niveau des dents temporaires que des dents permanentes. Et ça, on a quelques études qui commencent à sortir et qui montrent que l'asphotase alpha aurait, et le traitement par substitution enzymatique, aurait un bénéfice également sur les dents. Malgré tout, on peut perdre des dents pendant le traitement. Pourquoi ? Parce que le début de la formation de la racine est très précoce pour les dents temporaires et qu'on n'a pas de remodelage du sément. J'ai remis ce petit schéma où il faut avoir en tête que la formation de la racine, elle intervient après la formation de la couronne et qu'au niveau des dents temporaires, ce stade qui correspond au tout début de la formation de la racine, c'est entre le 3e et le 15e mois. Okay ? Donc ça veut dire qu'une prise en charge après le 3e mois risque de ne pas corriger certains aspects de la racine chez le patient qui a une hypophosphatasie. Voilà, donc pour conclure, j'espère que je n'ai pas été trop long. On a pu voir que les manifestations, elles sont très nombreuses et variées, qu'elles affectent l'ensemble des tissus minéralisés qu'on peut retrouver dans la bouche, que les conséquences cliniques, elles sont très différentes et qu'elles peuvent être différentes en plus entre l'enfant et l'adulte, que ça crée des difficultés de prise en charge, et je pense que les difficultés de prise en charge, on va beaucoup en parler cet après-midi, on va en voir beaucoup d'autres malheureusement, mais qui a un vrai intérêt d'une prise en charge précoce, aussi pour améliorer les manifestations orales. Voilà, il me reste à remercier l'ensemble des personnes avec qui j'ai la chance de travailler à Bretonneau, en particulier Catherine Chaussin et tous les autres collègues de ce CRMR, et tous les CRMR avec qui on travaille et qui nous font confiance pour qu'on s'occupe de l'aspect dentaire, que ce soit à Bicêtre, Cochin, Lariboisière ou Necker, et encore les associations de patients qu'on essaie d'aider. Voilà, je vous remercie. Questions à la fin. Les questions à la fin. Donc c'est mon très grand plaisir d'introduire ma jeune collègue, tout aussi brillante, pas si jeune hein, quand même, Lisa Friedlander, qui va nous parler de qualité de vie. Bonjour à tous. Merci de m'accueillir en tant que non-membre de la filière Oscar, de la filière tête-cou, transfuge, un peu isolée, mais très heureuse d'être là. Merci professeur Linglard, merci professeur Chaussin et merci Elisabeth Célestin de m'avoir invitée. Voilà. Donc moi, je vais vous parler d'une étude qu'on a fait à Bretonneau sur l'hypophosphatémie liée à l'X. Moi, je suis épidémiologiste, je fais du quantitatif et du qualitatif, et je m'intéresse au parcours de soins, à la qualité de vie liée à la santé orale, aux difficultés d'accès aux soins des patients avec des maladies rares, des patients vulnérables et surtout avec des maladies rares. Donc on va parler de concepts liés à ces notions-là, et puis je vais vous raconter cette étude qu'on a fait, ce qu'on a appris, et vous aurez la chance d'entendre par ma modeste voix quelques paroles de patients assez significatives qui peuvent vous glacer un peu le sang.
Alors, comme l'a dit Martin, voilà, les signes communs du rachitisme hypophosphatémique lyalique, voilà, il y a des élargissements des champs pulpaires qui sont généralisés avec des cornes pulpaires hyper proéminentes, il y a une hypominérisation dentinaire parfois, et surtout, il y a des lésions périapicales qui arrivent de manière spontanée. Voilà. Donc pour le dentiste en vie, le chirurgien dentiste, des dents qui ont l'air d'aller bien et qui pourtant sont infectées et font souffrir le patient. Donc l'aspect oral est une problématique cardinale de cette pathologie du XLH, un signe cardinal et un signe constitutionnel de la maladie. Il y a beaucoup de maladies rares qu'on voit pour les aspects dentaires où les signes oraux ne sont pas constitutionnels de la maladie. Là, c'est tout à fait significatif. Ce problème oral crée, par un défaut de prise en charge et un parcours de soins compliqué, ce qu'on va voir, une errance diagnostique, souvent, une errance thérapeutique, très souvent, un refus de soins. Alors, refus de soins, abandon de soins, errance en termes de soins, on va voir que ces mots sont différents, et donc des soins inadaptés. Cela a des conséquences, toujours, sur la qualité de vie liée à la santé orale. On va revenir sur cette notion qui est particulière dans le champ de la qualité de vie en général et sur un parcours de soins bucco-dentaires qui est ultra chaotique et compliqué. Donc, ces patients traités à Bretonneux, on va voir l'organigramme dans l'équipe de professeur Chaussin avec Martin, sont là et ils sont arrivés ici après souvent un parcours de soins bucco-dentaires hyper problématique. Donc, on a d'abord voulu évaluer la qualité de vie orale de ces patients et voir ce qui était de leur parcours de soins bucco-dentaires et surtout comment éveiller chez chaque professionnel des petits signaux disant qu'on avait les moyens d'améliorer cette situation, autant en termes de vie quotidienne du patient liée à sa santé orale, mais aussi en termes de parcours de soins. Clic. Donc on va revenir sur des concepts que vous connaissez sans doute très très bien, les parcours de soins et la qualité de vie orale. Voilà. Dans les maladies rares, en général, il y a des moments importants de la vie du patient. Ça concerne toutes les maladies rares. Les premiers signes de la maladie, la recherche de professionnels pour venir prendre en charge cette maladie, avoir enfin, après parfois de nombreuses années, un diagnostic, rechercher des informations au sein des professionnels, des associations, enfin prendre en charge de façon optimale, parce qu'on a le diagnostic, cette maladie, vivre avec la maladie au quotidien en tant qu'enfant, en tant que bébé, en tant qu'enfant, en tant que parent d'enfants porteurs, et après en tant qu'adulte. Les troubles s'aggravant, se stabilisant, et évidemment, en ce qui concerne la santé orale, c'est une question très prégnante, la prise en charge financière de tous ces soins. Donc il y a des moments clés dans tout ce parcours de vie avec une maladie rare, qui ici sont des maladies chroniques, où toute la vie on va être malade, qu'elle affecte ou pas la longévité de la vie, on va vivre toute la vie avec cette maladie. Donc on va passer ce moment hyper compliqué de transition entre pédiatrie et médecine adulte, où souvent dans la maladie rare, ce sont les pédiatres qui connaissent le mieux la maladie, donc parfois les patients restent très longtemps dans des équipes de pédiatrie. L'insertion scolaire en milieu adapté, en milieu dit normal, avec ce mot, c'est ce qu'il porte, puis dans la vie professionnelle, la relation avec une amoureuse, avec cet handicap, et le handicap oral, qu'il soit fonctionnel ou esthétique, qui est un mot que je déteste, on va dire social. Voilà, être édenté, avoir des dents qui sont vilaines, c'est un handicap facial très fort et pas toujours pris à la hauteur de la gravité et des soucis que ça apporte aux patients et à leur famille. De quoi on parle quand on parle de qualité de vie liée à la santé orale? D'un coup, on pourrait se dire c'est bien manger, pas avoir mal. Et en fait, ça regroupe des concepts et des idées qui sont bien plus larges que ça. Avoir une santé orale qui va bien, c'est aussi bien dormir, avoir un sommeil récupérateur, ne pas être réveillé par la douleur, manger ce que l'on veut, ne pas avoir honte de manger devant les autres, ne pas se cacher quand on mange, ne pas devoir enlever son dentier parce qu'il est mal adapté pour pouvoir manger, s'aimer quand on se regarde dans la glace, ne pas être amputé d'un organe hyper important dans notre société que sont les dents, ne pas avoir mal tous les jours, se laver les dents avec de l'eau tiède, ne pas pouvoir manger de glace, ne pas pouvoir manger chaud. Voilà. Donc c'est hyper multifactoriel. Il y a les dents dans la bouche du patient, il y a son rapport avec les autres et son rapport avec soi, avec l'estime de soi, avec la confiance qu'on peut avoir en soi, et qui sont des déterminants majeurs de tout le parcours de vie du patient, à l'école,
à la cantine du boulot, parler avec des gens, rencontrer des gens, être à l'aise dans son corps. Et si petites soient-elles, ces dents sont un anéantissement de l'estime de soi dans bien des cas. Donc il y a plusieurs manières d'évaluer cette qualité de vie liée à la santé orale. Soit on fait une belle étude quantitative avec des scores standardisés. Il en existe beaucoup pour la qualité de vie. Soit on fait c'est du quantitatif, soit on a une approche qualitative qui est très riche, avec soit des entretiens avec des patients, soit avec des focus group. Enfin, il y a plusieurs manières de faire les choses. La Rolls, c'est de faire les deux et d'avoir des idées qui viennent en parlant avec des patients et après nous donner des indicateurs qui peuvent nous donner l'idée de faire des études de plus grande envergure. Dans les maladies rares, on ne parle jamais de nombre de sujets nécessaires, mais de nombre de sujets disponibles. Donc on a parfois de très petites cohortes qui pourtant sont très fortes en termes de preuves. Nous, dans le XLH, on a pris le parti de faire du qualitatif pur, ce qui est un peu risqué en termes de publication, ce qui est plus compliqué pour faire passer ces papiers. Mais on a voulu se concentrer dans des conversations au plus proche des patients, dans un lieu qu'ils connaissent bien. Le service d'odontologie du professeur Salmon, dirigé par le professeur Chaussin, voilà, avec une équipe dans un service où les patients se sentent vraiment comme chez eux, parce qu'ils arrivent ici après un parcours de soins bucco-dentaires ultra chaotique. Donc c'était très important de les interroger dans cet endroit où ils se sentent bien, où ils sont dans une petite pièce à part, où ils se sentent en confiance pour pouvoir parler avec nous. Donc, on a décidé de faire une étude qualitative par entretien semi-dirigé. Donc, il y a différentes sortes d'entretiens, des entretiens libres, des questions à la suite. Nous, on a voulu lancer des thèmes auxquels on avait réfléchi avant par une analyse fine de la littérature sur des points qui nous paraissaient importants et on lance la conversation sur ces points. Donc, c'est vraiment une méthode qui ressemble à une discussion entre deux personnes, mais qui enquille les thèmes les uns après les autres, sans être figé dans une discussion. Et là où c'est super riche par rapport à des questionnaires, c'est qu'on rebondit, quand on est un peu entraîné, c'était le cas de notre équipe, on rebondit sur les réponses et on va plus loin. Et donc après, on a un corpus, un matériau qui est immense et d'une richesse incroyable. Donc on a voulu être au plus près, c'est ça les prompts en fait, c'est vraiment être au plus près de ce que ressentent les patients et ne pas être enfermé et figé dans des scores standardisés pour évaluer la qualité de vie orale, qui paraissent un peu surréalistes, qui sont très utiles quand on a des grandes populations et qu'on veut évaluer certaines choses. Mais là, sur un petit groupe de personnes, quoi de mieux que de les tirer par une analyse thématique et sous-thématique des informations au plus près du ressenti des patients. Donc, on voit ces patients, on a recueilli une vingtaine de patients, enfants et adultes, d'un âge moyen à peu près de 28 ans, donc c'est des patients jeunes, à majorité de femmes. Et là, on a eu une révélation incroyable, c'est que nous, on s'est dit, on va faire une étude sur le XLH, sur la qualité de vie liée à la santé orale. Et le corpus était tellement riche, les thèmes abordés ont tellement dépassé cela qu'il n'est pas simple de classer toutes les informations qu'on a eues. Donc, on a eu beaucoup de paroles, évidemment, sur la qualité de vie en général, ce que c'est que de vivre avec un handicap, avec une douleur, une fatigue permanente, la qualité de vie liée à la santé orale, le sentiment que les gens avaient, ils ont beaucoup parlé de la reconnaissance et de la gratitude d'arriver enfin dans un endroit où on connaissait leur pathologie. Je vais vous lire des ressentis de patients, vous allez voir. Ils ont parlé de l'estime d'eux-mêmes, de ce que c'est que d'être un patient handicapé, un patient abîmé. Nous, on a beaucoup axé sur le sourire, sur la fonction orale, ce que c'est que de ne plus pouvoir interagir avec les autres. On a beaucoup parlé des sentiments et des émotions des patients. Ils ont exprimé beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, la peur de l'avenir, parce qu'on a interrogé des parents et des enfants de même famille. Ils ont parlé des accès aux soins, ce que c'est que de ne trouver personne de compétent pour les soigner, qui ne veut même pas prendre la peine et le temps de les soigner parce qu'ils nient leurs symptômes. On va parler de l'aspect financier, voilà, la prise en charge orale bucco-dentaire en France et dans beaucoup de pays dits riches est problématique, avec une part socialisée des dépenses de santé orale qui sont beaucoup à la charge du patient, et ce, malgré toutes les avancées qu'il y a eu avec le RAC, etc., dont vous avez entendu parler. Donc on a des patients dont la santé orale désastreuse est constitutionnellement liée à une maladie. Donc ces patients, pour la plupart, ont une ALD. Et là, c'est la douche froide de la déception, parce que l'ALD, pour les dents, ils sont à 100%,
qui correspond à 100% de pas grand-chose, qui reste pas grand-chose. Et donc après, ils ont un reste à charge énorme, avec énormément de renoncements aux soins pour des motifs financiers. On va parler de tout ça. Évidemment, les gens ils ne peuvent pas parler que de leur parcours de soins bucco-dentaires. Ils ont parlé de tout leur parcours de soins. Ils ont parlé des... Ça vous fait rire, Agnès? C'est triste quand même. Voilà, donc le corpus était extrêmement riche. Ils ont parlé énormément de ce que c'est que d'être un patient avec des limitations physiques. Autant, là, nous, on leur parlait beaucoup de ce qu'ils pouvaient manger, de leurs problèmes oraux, mais les patients, ils n'ont pas envie de parler que de ça. Ils parlent de ce que c'est que de ne pas pouvoir aller chez le coiffeur parce que ça ne va jamais le chemin pour y aller. Dans leur petite ville, il n'y a pas de truc pour les fauteuils, de ce que c'est que devoir interrompre ses études. C'est des patients qui n'ont pas de pathologie de retard d'acquisition, de troubles neurodéveloppementaux. C'est des patients qui fonctionnent très bien intellectuellement. Et pourtant, tous les patients qu'on a interrogés, sauf une, qui je pense est un peu exceptionnelle dans le groupe de patients qu'on a interrogés, tous ont fait des études qui étaient, selon eux, limitées par rapport à leurs compétences, à leur intelligence, à leurs projets. Tous ont été entravés dans leurs études parce qu'une opération, parce que 1000 rendez-vous chez le médecin, parce que des consultations à l'hôpital, parce que du retard accumulé, parce que la première fois que j'étais à l'école, j'avais 9 ans. Alors bien sûr, plus les patients sont jeunes, moins ils ont ce genre de problème, parce qu'on est beaucoup plus au courant, parce que les prises en charge sont beaucoup plus précoces qu'avant. Mais ils ont tous l'impression, dans ce qu'on a... Quand on fait une analyse qualitative, on analyse un corpus de paroles de manière presque scientifique, avec des logiciels spécifiques qui analysent les thèmes et les sous-thèmes et qu'on fait glisser. Donc on compte le nombre d'occurrences qu'on a, le nombre de fois où les mots reviennent, où les idées reviennent. Donc c'est à la fois une analyse globale et une analyse très particulière. Il n'y a pas une personne qui nous dise qu'il n'a pas de frustration professionnelle et qui considère qu'il n'a pas un métier en deçà de ses compétences et de ses capacités. Et que la maladie et le handicap physique, finalement, et le parcours de la maladie a fait qu'ils n'ont pas pu accéder au métier qu'ils pensent pour avoir été destinés. Donc c'est très frustrant. J'ai quelques phrases. Voilà, donc les dentistes ne me croyaient pas. Radio, dents saines, extérieur sain, pas de carie. J'avais beau leur expliquer que j'avais une nécrose dentaire. C'est très handicapant. Ce sont des mois et des mois de souffrance, des mois à ne pas croire, des mois à essayer d'expliquer une maladie qu'ils ne connaissent pas, avec des dents supposées saines. Les dentistes ne me croyaient pas. J'avais beau leur expliquer, personne ne me croyait. On a commencé à m'arracher des dents, on s'est rendu compte que ce n'était pas un bon principe. J'ai été chez beaucoup de dentistes dans ma vie, à part me proposer un traitement ou me traiter la carie, ils ne comprenaient pas. Je leur disais que j'avais une maladie génétique, les dentistes ne me regardaient pas, ils ne me regardaient pas, je ne me sentais seule. Tu es une fille, tu es en invalidité, tu vas être secrétaire, c'est tout. Je n'avais pas le choix, c'était tout ce que je ne voulais pas faire. Je manquais souvent l'école, et comme la maladie n'était pas très connue avant l'âge de, je dirais, 20 ans, j'ai connu ma première classe, j'avais 9 ans. J'avais beaucoup d'absence, je me débrouillais. Le niveau scolaire, c'était bien, mais en fauteuil roulant, je ne pouvais accéder à aucune école. J'ai dû changer d'école au moins 10 fois, et puis je me suis enfermée dans ma coquille. J'ai peur de perdre toutes mes dents. Elles meurent au fur et à mesure. J'ai peur que les implants ne fonctionnent pas. J'ai peur de devoir porter un appareil dentaire total. J'ai peur d'avoir un dentier. J'ai déjà une prothèse de hanche, une prothèse du genou. Bientôt, je n'aurai plus de dents. Finalement, je ne suis pas très obscéniste concernant ma vieillesse. C'est un homme jeune de 47 ans. J'ai même un certificat attestant que j'ai un dentiste qui m'a dit que je n'étais pas rentable pour lui et qu'il ne pouvait pas me soigner. Mais si vous avez en plus le portefeuille plein, alors même pour ça, personne ne voudra vous soigner. J'ai vu 15 dentistes, je ne pouvais plus travailler. Je suis handicapée parce que je n'ai pas de dents. Bref, vous avez compris, c'est pas gai. C'est toujours intéressant de dire les choses des patients parce que c'est le réel le plus absolu. C'est beaucoup plus parlant qu'une grille ou qu'un score standardisé. C'est pour ça que qu'on a voulu vraiment faire une étude qualitative pour ça. Bon, une fois qu'on a dit toutes ces choses horribles, ayons des idées. Voilà, ce qu'on peut dire dans les résultats, c'est qu'on a un parcours de soins bucco-dentaires qui est ultra chaotique, avec des professionnels de la santé dentaire en France qui ne sont pas formés à prendre des maladies rares compliquées. C'est vrai dans l'hypophosphatémie Ehlers-Danlos, c'est vrai dans la FOP, c'est vrai dans l'OI, c'est vrai dans plein de maladies, c'est vrai même dans l'amélogénèse imparfaite, c'est vrai dans la dentinogénèse imparfaite. Tout d'un coup, le fonctionnement normal de soigner un patient pour ses dents, ça ne marche plus. Les matériaux ne sont pas adaptés, les compétences ne sont pas adaptées, et ça n'accuse personne. C'est juste que c'est un fait, et donc ça produit des gens qui ne sont pas soignés à la fin.
la question de est-ce que ces patients doivent tous être soignés dans un hôpital ? C'est hyper compliqué, ça dépend où on habite. Malgré le fait que le maillage territorial il soit grand, autant pour la filière TEDCO rare que pour Oscar, il y a des gens qui ne pourront pas accéder à ces soins hospitaliers. Mieux former les gens, que les patients aient sur eux, ils ont vachement d'idées les patients, que les patients aient sur eux des cartes qui expliquent ce que vous avez montré ce matin, les spécificités orales de leur maladie. Voilà. Est-ce que tous les patients doivent être soignés à l'hôpital ? Je ne sais pas. Il y a quand même des soins qui sont très faisables en ville, entre guillemets, qui, une fois expliqués, seraient tout à fait accessibles à des chirurgiens dentistes qui ne sont pas moins compétents que nous, finalement, donc qui pourraient le faire, je pense, avec plaisir, s'ils étaient en confiance des actes qu'ils peuvent faire et des limites, voilà, et d'avoir un référent dans les centres de compétences et de référence, Oscar, enfin, quelle que soit la filière, la transfilière avec laquelle on travaille. Évidemment, l'approche pédiatrique est majeure. On voit bien que les enfants, ce que disait Martin, sont moins atteints que leurs parents parce que pris en charge plus précocement avec des manières, des silones, des manières où on protège les dents pour éviter qu'elles s'infectent moins, etc. Et plus le traumatisme va être faible quand ils sont enfants, plus le traumatisme adulte va être faible aussi, plus l'intégration scolaire se fera bien, etc., etc. Quant au renoncement aux soins pour motif financier, voilà, il y a des aides qui existent, qui sont très peu connues, qui sont des aides extra-légales. Évidemment, l'ALD, on ne peut pas vraiment compter dessus. Quand on est centre de référence, centre de compétences, on a des documents d'aide au remplissage qui permet d'aller chercher de l'argent, éventuellement là où il y en a, et dans les caisses d'assurance maladie, localement, là où habitent les patients. Donc il y a un dossier à faire, et on peut le faire de manière très simple, sous condition de ressources du patient, en disant il y a des soins d'envergure qui sont à faire chez ce patient, qui sont en lien direct avec une pathologie dont les signes oraux sont constitutionnels de leur maladie, en plus c'est une maladie génétique, enfin, tout l'argumentaire va être fait. On constitue un dossier avec les soins à faire, le devis hospitalier, qui sont souvent des devis qui sont moins onéreux qu'en ville, ma foi, et on peut aller chercher de aides extra-légales de manière assez efficace. Alors ça dépend de la collectivité et de la richesse de la collectivité, effectivement, mais ça marche très souvent. J'ai de très bonnes surprises. Évidemment, c'est déjà fait partout en France. Le fait de faire des consultations communes, alors vous, c'est constitutionnel de vous, mais il y a plein d'endroits où ce n'est pas le cas, avec des dentistes et des généticiens, des dentistes et des orthopédistes, mais aussi il y a plein d'autres maladies où on a besoin, où le phénotypage profond oral est très utile pour prendre en charge, d'une part, le plus précocement possible le patient au niveau dentaire, mais aussi pour en apprendre davantage sur l'étendue phénotypique de la maladie. Donc il y a plein d'idées qui viennent de ces résultats. Donc clairement, pour rediscuter ces résultats, on a clairement un manque de connaissances des chirurgiens dentistes sur l'XLH. Là, j'ai travaillé sur l'XLH, mais je sais que c'est vrai pour beaucoup d'autres pathologies qu'on rencontre, qui créent cette errance thérapeutique et qui créent des patients qui sont handicapés. Alors nous, on a des idées, mais tout le monde en a, et voilà. Ce qui manque souvent dans les maladies rares, sur des patients qui sont polyatteints, c'est un chef d'orchestre. Et le chef d'orchestre, souvent, c'est le généticien. Nous, dans nos maladies tête-cou, maxillofaciales, c'est le chirurgien maxillofacial. C'est souvent un travailleur social. Ça peut l'être, en tout cas, dans notre filière, ça l'est souvent. Voilà, les Américains, ils s'appellent ça un case manager, c'est très classe. Mais c'est vrai qu'en fait, c'est le chef d'orchestre qui monte, qui va coordonner ce parcours de soins et qui va aider à faire cette transition où tout d'un coup, quand le patient a 17, 18, 19 ans, allez, va parfois 20 ans dans des structures pédiatriques, va devoir être dans la nature. On les envoie maintenant, vous pouvez faire soigner en ville par un dentiste en ville, ou voici voilà. Donc l'organisation, comment pour améliorer l'efficacité du parcours de soins. Évidemment, le travail entre nos filières et entre je vous remercie de m'avoir invité pour ça, parce que c'est très... Enfin, il n'est pas question de travailler chacun dans son coin et tout ça. Donc les dents, c'est chouette, tout le monde en a. Pas tout le monde avec nos malades, mais on va dire que c'est un problème qui concerne tout le monde. Et on a notre place dans tous les centres de référence et dans toutes les filières de prise en charge des maladies rares. Et c'est très, très chouette de pouvoir être là pour en parler. Il y a beaucoup de choses à faire sur la prise en charge financière. On a des idées. Ça a été fait beaucoup pour l'oligodontie, qui est une maladie où il manque un certain nombre de dents, plus de 6. Des paniers de soins maladies rares, un peu à l'image du panier de soins de la CMUC. Ça veut dire qu'à partir du moment où on a un diagnostic confirmé d'une maladie rare, on peut évaluer à peu près une vie de traitement en termes de finances,
autant en termes de pédiatrie, d'orthodontie que de traitement d'usage adulte, et on n'aurait pas forcément là à aller demander des aides financières exceptionnelles. Et finalement, ça ne représente pas tant de patients que ça. Voilà, l'idée du panier de soins, c'est des discussions que l'on a actuellement avec l'assurance maladie dans notre filière et qui progressent peu à peu. Il y a quelques années, les implants n'étaient pas du tout pris en charge pour l'oligodontie. Aujourd'hui, on a beaucoup avancé sur ça. Donc voilà, donc c'est des choses qui sont positives dans cet océan de choses pagaies. Voilà, donc pour conclure, et vous remercier de m'avoir donné la parole, voilà, les messages qui sont forts et qui sont pour nous les leitmotifs de l'organisation, de la manière dont on aimerait travailler pour améliorer le parcours de soins, pour améliorer la qualité de vie des patients, pour faire que les soins, tout de suite, on ait un réseau par maladie, par professionnel, que jamais le patient soit dans la nature et ne puisse pas savoir à qui s'adresser. Voilà, et c'est sûr, continuer à rechercher sur les déterminants de recours aux soins, les déterminants du renoncement aux soins. Évidemment, enrichir les bases de données, enrichir les entrepôts de données, c'est en train de se développer énormément à la PHP notamment, et en France aussi avec les hubs de données, en fait, où on a des bases de données, mais également des registres qui ne sont pas exactement la même chose en termes de réglementation, mais qui permettent d'implémenter des données orales pour mieux connaître les maladies. Voilà, donc tout ça fait que... voilà, soyons optimistes. Merci. Merci beaucoup, Lisa, pour cette très belle présentation. Avant de lancer la table ronde, on va écouter la parole des patients qui sont venus tourner il y a quelques semaines à Bretonneau et qui ont bien voulu vous faire part de leurs impressions. Et je pense que ça s'enchaîne très bien après la présentation de Lisa. Parce qu'à la naissance, on s'est aperçu que j'avais une fracture d'une jambe. On avait un médecin généraliste pédiatre qui a tout de suite compris qu'il y avait un sujet, que ça le dépassait. Ma maladie a été diagnostiquée en même temps que le diagnostic de ma sœur. On a 1 an et demi d'écart. Moi, je suis née, les souvenirs s'atténuent. Je crois que je m'étais cassé le col du fémur. Donc bon, voilà, le médecin trouvait que c'était quand même étrange, mais bon. Et quand ma sœur est née, elle s'est aussi fait une fracture. Et là, notre médecin généraliste de l'époque, en effet, s'est dit que c'était quand même très étrange, pas très normal. Et on a eu la chance qu'il l'envoie sur Necker. Et pour le coup, moi, j'y étais forcément avec. Et c'est là qu'on nous a diagnostiqué à toutes les deux cette maladie. C'est des fractures qui s'enchaînaient sans traumatisme, c'est des fractures spontanées, sans chute. Moi, c'était des fractures des jambes, surtout très peu quasiment pas des bras. C'est la récurrence quasiment mensuelle de fractures. Alors pour moi, c'est une maladie des os, mais à part le col du fémur, je me suis jamais rien cassé. J'ai toujours eu des problèmes au niveau des bras. Moi, c'est plutôt le haut du corps. J'avais aussi énormément de douleurs. Moi, je suis quelqu'un qui a le corps qui me fait mal. Enfin, ça s'est vu au niveau dentaire après, puisque je perdais des petits bouts de dents. Alors au début, donc quand j'étais enfant, ça a commencé à remonter, les dents c'était vraiment accessoire dans la maladie. On s'occupait de réparer les os et le reste, ça comptait pas en fait. Donc pendant très longtemps, on n'a pas eu de prise en charge réellement adaptée au niveau dentaire. On nous a dit qu'effectivement les dents étaient touchées, tout comme pouvaient l'être les yeux, les oreilles. Donc on savait que les dents étaient touchées, mais ça s'arrêtait là. Il n'y avait pas de lien qui était fait, c'était juste centré sur les os. Donc de ce point de vue-là, la partie dentaire, on était complètement livrés à nous-mêmes. Alors l'hôpital Bretonneau, ça doit faire 3 ans qu'on est suivi. Et avant, on était suivi donc, chez un dentiste de ville. On a des interlocuteurs qui connaissent et qui savent ce qu'ils peuvent nous apporter.
Après, en parallèle, on est toujours suivi pour les soins quotidiens par le dentiste de ville. Donc ça fait un plus. C'est grâce à une réunion, une tour de table à l'hôpital Cochin qu'on nous a présenté le docteur Bios Duplan, et donc il doit y avoir 6 ans. Et donc il y a 3 ans, je me suis rappelé qu'on nous avait parlé de lui, qu'on l'avait rencontré, et c'était notre rhumato de l'époque qui m'avait mis en contact avec lui pour qu'il puisse me prendre rapidement. Mais sinon, sans ça, on ne l'aurait jamais su, je pense. Alors je suis arrivée en centre spécialisé au moment où j'avais déjà fait tous mes frais dentaires, qui m'ont coûté très cher. Et qui sont en grande partie restés à ma charge, mais bon, ça c'est... Voilà. Pour la partie hôpital Bretonneau, pour l'instant, j'ai rien à ma charge. J'ai pas renoncé à les faire, mais je les ai étalés pour justement pouvoir les financer plus facilement, donc je l'ai fait sur plusieurs années. À l'époque, oui, parce que les coûts, c'était très élevé. Je commençais à travailler, donc on n'a pas des milliers des cents. Mais j'aurais mis de côté pour le faire, parce que c'est vraiment problématique, quoi. La seule personne avec qui j'échange, c'est ma sœur, donc bon, là-dessus. Mais j'ai pas trop d'expérience d'autres personnes. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même pour les enfants, qu'il y a une meilleure prise en charge et que le lien avec l'aspect dentaire est davantage fait. J'espère, parce qu'il n'y avait rien du tout. Le problème, c'est la détection de la maladie avant la prise en charge. Je pense que, pour moi, c'est ce qui me semble maintenant être le plus important, c'est de savoir ce qu'on a et après, éventuellement, d'être orienté. Je pense que oui, parce qu'il y a beaucoup plus d'informations déjà sur les centres experts, parce qu'avant, il n'y en avait pas, le centre expert, on ne savait pas. Donc je pense qu'il y a une meilleure information, des meilleures liaisons, donc je pense et j'ose espérer qu'ils sont mieux pris en charge. Surtout de ne pas hésiter à rechercher, j'ai envie de dire via Internet, parce que sinon on ne peut pas savoir qui peut nous prendre en charge, de ne pas hésiter de venir le plus tôt possible, parce qu'en fait ça crée plein d'autres problèmes de santé. Le dentaire crée plein de problèmes de santé, et sur Paris il y a Bretonneau, il faut venir sur Bretonneau, parce que c'est vrai qu'on est super bien accueillis, et parce qu'on sait qu'on peut faire confiance et qu'il y a forcément une solution. C'était à l'âge de 18 mois, à la naissance de mon second frère. On avait déjà remarqué quelques anomalies, dirais-je, des membres inférieurs arqués. Donc à la naissance de mon frère, ma mère m'avait confié à l'une de ses amies qui, me voyant malade, m'a emmenée aux urgences de l'hôpital Trousseau. Et là, je ne sais pas très bien dans quelles circonstances, mais le professeur Polnowski, qui était alors le spécialiste de cette maladie, a voulu m'hospitaliser 3 mois pour faire tous les tests demandés. Je l'ai dit, des membres inférieurs arqués, valgum, génuvarum, une certaine apathie. J'étais pas une enfant très joviale, j'étais souvent fatiguée, j'étais souvent malade, sous des affections ORL, et ça a interpellé les médecins, et donc j'ai eu la chance d'être prise en charge très jeune, à l'âge de 18 mois. Donc. Tardivement. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'adolescence, j'ai fait ma méchante crise d'adolescente, et le traitement à prendre était très mauvais. Dès que mes parents avaient le dos tourné, je jetais le médicament dans l'évier. Et donc, j'ai fait un peu aussi mon déni de maladie, et pendant des années, je me suis pas occupée de cette pathologie jusqu'à ce que j'ai ma fille, qui elle-même a eu les mêmes symptômes, génuvalgum, génuvarum. Et c'est là aussi, lorsque
Ma fille Iris a été prise en charge par le professeur Chaussin, que j'ai moi-même pris rendez-vous avec l'hôpital Bretonneau. Je dirais que ça doit faire 6 ou 7 ans et ce qui a changé, c'est déjà une meilleure compréhension de ce qui se passe au niveau dentaire. Après, la dégradation dentaire étant tellement lente et en fait, il me semble que les soins sont approximativement les mêmes. Ce qui a peut-être sans doute changé, c'est au niveau financier où quand on va chez un dentiste de ville, la moindre couronne coûte cher. Et à chaque fois, j'avais l'impression de travailler surtout pour mes frais dentaires. Et donc, oui, ça a été appréciable. Oui. J'ai un de mes frères qui est atteint de cette maladie et la personne avec qui je m'entretiens le plus, c'est Joël, mon frère, avec qui je m'entends d'ailleurs assez bien. Et, lui-même, à l'adolescence, a cessé de prendre son traitement. Il y a eu de grosses dégradations dentaires, peut-être plus importantes que les miennes. D'après ce que j'en sais, il y a déjà le programme de la sécurité sociale MT Dents qui a une bonne action. Il y a une prise de conscience au niveau dentaire qui est mieux organisée qu'alors, que dans les années 80 ou quand j'étais adolescente. Oui. Par le docteur Pinto qui suit ma fille en endocrinologie. Dans un premier temps, j'étais assez contente de mon dentiste. J'avais pas encore la conscience de l'interaction de la maladie avec l'appareil dentaire. Et j'étais tellement contente de mon praticien de ville que je voyais pas l'intérêt. Et oui, par la suite, évidemment, quand mon praticien a commencé à vraiment révéler ses lacunes, que je me suis dit, oui, quand même, il faudrait que je m'oriente vers quelqu'un qui s'y connaît quand même, qui est un peu plus au fait et qui s'y connaît mieux. Oui. Malgré le fait que j'étais déjà au courant de la pathologie, ça a été un peu laborieux parce que la pédiatre n'était pas très convaincue de son rachitisme. Elle trouvait effectivement les phosphatases un peu élevées, mais pour elle, c'était pas probant. Et il a vraiment fallu que j'attende que ma fille, qui avait alors 13 mois, et pareil, génivalgum, génivarum. Donc ma fille a été prise en charge par le professeur Pinto à partir de l'âge de 18 mois. C'est surtout à l'âge de 11-12 ans où il y a des dents qui ne poussaient pas correctement. Et donc, le professeur Chaussin nous a orientés vers un orthodontiste qui avait été formé à Bretonneau et qui, par chance, également était à son cabinet qui est à 300 mètres de la maison. Donc, c'était parfait. Très régulièrement, je viens à l'hôpital Bretonneau, au moins tous les ans avec elle. Mais même plus souvent, dès lors qu'il y a un problème. Là, récemment, il y a eu un abcès sur son incisive inférieure. Et nous sommes venus, et en plus, les praticiens ici sont d'une gentillesse extraordinaire, il faut le souligner. Donc on ne vous présente pas. Je suis très gênée parce qu'il y a un autre centre de référence qui n'est pas Oscar, qui est Orard, qui est Rothschild à Paris. Et puis il y a également à Créteil. Donc quand même, Paris n'est pas que Bretonneau. Donc, non seulement c'est très gênant pour nos collègues qui sont tout aussi compétents que nous, et puis surtout, on ne pourrait pas gérer l'intégralité des patients. Donc, je vais vous laisser vous présenter, chers collègues. Donc, je suis Béatrice Langelier-Bellevue, je suis assistante sociale en chirurgie maxillofaciale à Necker, donc pour la filière tête-cou et le centre MAFAS. Bonjour, je suis Aurélie Majoro-Bourriez, je suis orthodontiste. J'appartiens à l'équipe du CRMR MAFAS à l'hôpital Necker dans le service de chirurgie plastique et maxillofaciale. Et je suis aussi orthodontiste libérale en ville aussi également. Donc j'ai les deux. Merci beaucoup, Karine. Toi, je pense que tu t'es déjà présentée. Donc, professeur Karine Briot de l'hôpital Cochin, puisque c'était important qu'il y ait également un médecin dans cette table ronde. Donc, nous allons prendre les questions de la salle.
Qui est-ce qui veut ouvrir le bal, la discussion? Tu peux prendre celui-là, Elisabeth. Alors, est-ce qu'il y a des premières questions ou est-ce que... Alors, attendez, je vous amène un petit micro. C'est parce que c'est pour les gens qui suivent en direct. Tous les cliniciens sont persuadés de l'intérêt majeur des études telles que celles que vous avez montrées, des études qualitatives, etc. Comment pourrait-on passer à l'étape d'après, c'est-à-dire convaincre les autorités réglementaires, les gens qui font des essais thérapeutiques, etc., que ces paramètres doivent être pris en compte? Je dirais que tout ce qui est médical en France et le parcours de soins médical propre à cette maladie, c'est pas tellement ça la problématique. Les patients relèvent des problèmes qui sont plus de l'ordre du médico-social, en fait. Et ça, il y a le nerf de la guerre, c'est pouvoir accéder à côté de chez soi à des professionnels qui sont compétents. Donc c'est une cartographie optimale d'une prise en charge optimale à côté de chez soi. C'est ce que a fait... et pas mal d'ailleurs les différents plans nationaux maladies rares avec un maillage territorial de toutes les filières quand même assez efficace. Et c'est le paysage aujourd'hui en termes d'accès aux soins pour des maladies rares, c'est pas le même qu'il y a 20 ans. Donc c'est déjà beaucoup de choses qui ont été faites. Par ailleurs, il y a des discussions effectivement sur la prise en charge financière de nos traitements, ce qui est très importante, avec des patients qui souvent n'ont pas accès au travail et ne peuvent pas payer les réhabilitations orales qui sont très onéreuses. Voilà, donc ça, on est en lien avec l'assurance maladie, c'est ce qu'on disait, avec des paniers de soins maladies rares. Voilà. Ce qui nous manque, je pense, pour que les choses peut-être soient plus probantes avec l'assurance maladie, c'est des évaluations médico-économiques poussées sur les coûts vraiment d'une vie de réhabilitation. Et c'est pas évident, et on essaye de faire des clusters de maladies en fonction de maladies qui se ressemblent pour voir en fonction de la maladie quel serait le coût pour une vie de traitement. En fait, ça reste assez peu important parce que c'est des maladies rares. Donc, bon voilà, la santé publique bucco-dentaire, c'est pas vraiment à l'ordre du jour de la santé publique en général. Et il y a des choix qui sont faits. Après, en termes d'avancées thérapeutiques, je sais pas. Je pense que le transfilière, la consultation commune, la mise en commun des données phénotypiques, ça, c'est vraiment hyper important. Mais c'est souvent fait déjà, et parfois de manière très très formelle, avec des consultations communes formelles, et parfois c'est fait juste en appelant et en disant tiens, j'ai un patient qui a, etc. Donc mieux les bases de données seront remplies, notamment Bamara, comme on a vu ce matin, plus les maladies seront connues avec toutes leurs tous les signes phénotypiques d'une maladie, meilleur on sera dans la connaissance, dans le phénotypage profond de ces maladies et de leur prise en charge la plus précocement possible. Je pense que Madame Le Guy, vous voulez rebondir? Bon, je pense que ça marche. Oui. En fait, oui, je peux également rebondir sur votre question. Je dirais que déjà, il ne faudrait pas penser en dépenses immédiates, mais en dépenses à long terme. Ce n'est pas parce qu'on se refait des dents, même la mâchoire entière, qu'il faut dire ça va coûter 20 000 €. Alors, pas à la Sécu, vu ce qu'ils remboursent, mais sur le principe, c'est peut-être 20 000 € maintenant, mais étalé sur toute la vie du patient. Je pense que ça ne représente pas grand-chose, et même en termes d'incidence sociale, psychologique et autres. Donc, il y a peut-être aussi cette vision de l'État de ne pas fonctionner. Ça me coûte combien maintenant, tout de suite? Bon, ça, c'est peut-être un doux rêve. Et après, je pense également que quand on est touché dans sa chair, et au niveau de sa famille sur ce type de soucis, peut-être que ça les ferait également réagir. Je pense aussi qu'il y a le fait d'être concerné ou pas qui joue beaucoup. Juste pour faire suite à la question de Christian Roux, je trouve aussi, parce qu'on a parlé de nouvelles thérapeutiques, et aucun des essais thérapeutiques n'inclut les dents dans les critères même secondaires d'évaluation. Alors pour une maladie dont le phénotype dentaire est bien connu, je parle par exemple de l'hypophosphatémie X, donc c'est quand même aussi un manque de conscience de l'intérêt de la prise en charge bucco-dentaire quand on voit que c'est même pas, et de connaissance et de conscience, c'est même pas un critère secondaire, alors qu'on a des items de critères secondaires dont on n'a pas grand-chose à faire en pratique courante. C'est très important comme remarque, parce que c'est le cas pour l'hypophosphatémie X, c'était le cas aussi pour l'HPP, où le paramètre dentaire était quand même pas pris en compte, ou de façon très marginale. Et je pense que ça reflète plus
l'idée que pour le laboratoire, s'il y a une amélioration au niveau dentaire, ça ne va pas être un argument suffisant pour faire autoriser, rembourser, prendre en charge leurs médicaments. Je pense que s'ils s'intéressent à certains paramètres et pas à d'autres, c'est parce que le dentaire passe au second plan aussi au niveau des autorités d'évaluation. Quand on voit la liste de tous les critères secondaires, je pense que de mettre une évaluation dentaire au moins pour un certain moi, j'en nombre de suis patients... convaincu. Ouais. Tu sais aussi, Karine, probablement que les dents, ça met plus de temps à se corriger que des manifestations qui sont plus immédiates, parce que c'est long, c'est du long terme. Par exemple, avec le Crysvita pour le XLH, c'est pas parce que tu commences l'anticorps monoclonal à 3 ans, tu verras pas le bénéfice tout de suite. Ça veut pas dire que ça arrête les abcès chez l'enfant, parce que finalement, c'est des dents qui se sont minéralisées avant le traitement. Et finalement, c'est les dents permanentes qui sont en train de se minéraliser, mais le bénéfice, il sera visible à beaucoup plus long terme, et c'est beaucoup plus difficile à qualifier et à quantifier. Moi, je voudrais rebondir aussi sur le traitement orthodontique qui est très cher. Et nous l'avons vécu pour notre fille Iris, qui, bien qu'étant prise en charge à l'hôpital Bretonneau, il y a une part importante financière qui est restée à notre charge. Mais en ville ou en ville, je précise. Oui. Oui. Absolument. D'abord, je crois que c'est très important et tout le monde l'a souligné. C'est formidable d'avoir des patientes ici parmi nous parce que d'abord, c'est un véritable travail d'équipe. Déjà, il faut le souligner. Entre le patient qui est au centre de l'équipe, le centre de référence en général qui va être là pour pouvoir diagnostiquer et adresser le patient au plus proche de son domicile vers des praticiens qui sont qualifiés et compétents. Parce que l'hôpital public n'a pas les moyens de pouvoir assurer malheureusement les traitements orthodontiques au sein de l'hôpital. Donc, faut-il arriver à trouver le correspondant qui va déjà rendre service à la famille et veut bien accepter de prendre en charge les patients. Donc là, vous avez souligné que c'était un praticien qui avait été formé à Bretonneau. Donc ça, c'est aussi notre rôle de pouvoir former des praticiens, de pouvoir arriver à identifier des personnes qui sont volontaires et qui sont enthousiastes de prendre en charge ces patients. C'est pour ça qu'il y a une cartographie aussi qui se fait sur le plan national par les CRMR aussi pour pouvoir travailler avec un réseau de soins et pouvoir arriver à orienter nos patients vers les bonnes personnes. Et ça ne se termine pas par une partie de ping-pong entre... Là, je ne parle pas de partie financière, mais c'est déjà une errance, quelquefois, malheureusement, au niveau des familles. Alors, moi, c'est vrai que je m'occupe principalement des fentes labiopalatines et pas forcément de vos spécialités, mais c'est vrai, quelquefois, c'est un vrai parcours du combattant. Parce qu'il y a des régions qui sont défavorisées. Donc, on est là aussi pour essayer d'aider ces familles, essayer de guider les praticiens, quelquefois, qui sont très appliqués pour pouvoir justement nous aider, et puis d'autres qui sont, il faut le dire, peu coopérants et qui mettent quelquefois ces familles en situation vraiment de chantage en disant tout simplement, ne serait-ce que pour arriver à transmettre les données d'un dossier d'un patient, puisqu'on est là pour travailler tous en équipe. Donc si on voit le patient une fois par an et que l'orthodontiste n'est pas prêt à transmettre ces éléments-là au centre de référence pour qu'on puisse réfléchir ensemble, trouver des stratégies thérapeutiques ensemble, avec la famille, avec le patient aussi, ça ne peut pas marcher. Donc nous, on a déjà un gros boulot pour faire ça. Donc c'est pas facile pour ces praticiens en civil qui sont confrontés quelquefois à avoir 1 cas, 2 cas, 3 cas dans leur carrière. Ils ont quelquefois peur, donc il faut déjà les rassurer. Pour la partie prise en charge, c'est vrai que lorsqu'il y a des difficultés financières, et je pense que là, vous allez pouvoir aussi en parler, il y a des aides, comme ça a été signalé. Les orthodontistes, moi je suis orthodontiste de ville aussi, et quand on a un cabinet avec des assistantes qui sont formées, entraînées, des laboratoires de prothèses ou d'orthèses qui coûtent cher, un loyer, des secrétaires qui aussi doivent prendre en charge des familles et des patients qui sont compliqués par rapport à leur vécu aussi social. Donc il faut les entourer beaucoup, c'est beaucoup plus de temps. Il faut savoir que pour un praticien libéral qui prend en charge des patients des maladies rares, ça prend plus de temps qu'un patient qui n'a pas de maladie rare. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'il organise son cabinet en mettant des plages horaires plus importantes, plus longues. Il ne va pas être rémunéré plus. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas facturer plus un patient qui a une maladie rare, même si ça me prend 10 fois plus de temps. Donc je comprends votre difficulté de comprendre pourquoi est-ce que c'est gratuit à l'hôpital et pourquoi est-ce que ça coûte aussi cher en ville. Eh bien parce que ça coûte cher aux praticiens déjà au départ. Et c'est pour ça ces praticiens sont très souvent
extrêmement dévoués. Et quelquefois, lorsqu'il y a une limitation du nombre de semestres, qui n'est pas le cas des patients porteurs de fente, on a droit à 6 semestres de traitement orthodontique, vous devez le savoir, et au-delà, qu'est-ce qui se passe? Ça s'arrête. Très souvent, beaucoup de praticiens continuent à soigner leurs patients sans facturer des semestres pour la plupart, alors que pourtant, ça leur coûte de l'argent. Donc, ce n'est pas toujours le cas de tout le monde, parce qu'on ne peut pas faire tous. Voilà, donc c'est juste pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter à en parler à l'orthodontiste de ville. Il ne faut pas hésiter aussi à en parler aux assistantes sociales quand on a le bonheur d'en avoir qui sont ultra efficaces et vraiment ultra dynamiques pour essayer de se mettre à la place des patients et des familles, pour essayer de trouver des solutions et les aider. Il y a des aides possibles. Oui, alors moi j'ai la chance de travailler finalement avec des enfants porteurs de fente où les semestres sont illimités, ce qui n'est pas le cas donc, pour les maladies d'Oscar. Donc en effet, je vais donner des exemples et puis peut-être que Lisa pourra me compléter parce que j'ai vu qu'elle avait aussi du recul sur les aides extra-légales qu'on pouvait faire. Donc elle me corrigera et peut-être elle nous donnera plus d'infos. Donc en effet, un semestre actif d'orthodontie varie entre 600 et 1200 euros. Je dirais 600, ça va être vraiment le tarif le plus bas dans une ville peut-être de région où les loyers sont moins chers, le nombre d'assistantes moins nombreuses, etc. Mais sinon, c'est effectivement entre 600 et 1200 euros, donc avec des honoraires libres, en sachant que la sécurité sociale rembourse pour un semestre actif 193 euros. Et si vous êtes pris en charge à 100%, et c'est ce que disait tout à l'heure le chirurgien, c'est de dire que la LD, c'est pas le Graal, puisque quand on a la LD, ça va jusqu'à 215 euros. Donc on voit qu'il n'y a que 20 euros d'écart entre la base et la LD. Donc 215 euros, voilà. Donc il vous reste entre 400 et 800 euros à votre charge. Et entre ces 400 et ces 800 euros, déjà, ce qu'on peut donner comme premier conseil, c'est de vraiment faire une étude de marché sur les mutuelles, sur les bonnes mutuelles. OK, ça va coûter un peu plus cher tous les mois, mais le gap entre un mauvais remboursement et un bon remboursement est extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y a des mutuelles qui peuvent rembourser 600 euros par semestre. Donc finalement, ça vous couvre quasi tout. Alors, quand vous faites l'étude des mutuelles, les assistantes du docteur Majoro sont exceptionnelles. Il faut faire, en plus avant de prendre la mutuelle, il faut faire des devis. Parce qu'il y a des mutuelles qui vont vous dire on prend 300% de la sécurité sociale. Mais 300% quand vous les comptez ou en plus. Il y a plein de mutuelles qui font du faux langage. Et du coup, vous vous retrouvez, vous pensiez être remboursé 200 euros plus 300%, et finalement, vous êtes remboursé 200 euros plus 200%. Donc, le choix de la mutuelle, il est primordial, parce que du coup, ça étale au long cours. Et puis ensuite, en fonction des ressources, on a les aides effectivement extra-légales de la sécurité sociale. Ça peut varier en fonction des ressources. 300 euros, et vous avez la réponse en 1 mois et demi. Il y a des commissions tous les mois et demi, donc vous avez une réponse tous les mois. Ou même, vous pouvez demander plus, quelquefois 600 euros, 800 euros, et ça dépend vraiment de vos ressources. Attention, il y a des sécurités sociales qui veulent que vous fassiez la demande quand vous avez un devis, et d'autres quand vous avez la facture acquittée. Donc, dans le doute, il faut les appeler ou vous présenter pendant le devis, et puis vous les refaites passer une fois la facture acquittée. Dans le cadre des mutuelles aussi, en fonction des ressources, il y a un fonds de mutuelle qu'on peut aussi solliciter. Ce fonds, l'importance de l'aide financière de ce fonds dépend de la mutuelle. Donc pour les maladies d'Oscar, donc ce que disait Dr Majoro, c'est que au-delà de 16 ans, si vous avez fait vos 6 semestres, entre les 1000 et les 1200 euros sont entièrement à votre charge. Donc là encore, il n'y a plus les 215 euros et il n'y a plus la mutuelle. La mutuelle, si vous n'avez pas un remboursement de base, elle ne rembourse pas. Donc, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui nous reste? Le fonds de la sécurité sociale, toujours. Mais honnêtement, j'arrive à obtenir des aides de 300-500 euros pour des personnes qui ont des petits budgets. Mais il suffit que moi, j'ai beaucoup de parents qui ont à 2-3 000 euros par mois, 4 000 euros par mois, et pour qui ça va être un effort terrible de financer 1 000 euros tous les semestres. Donc, c'est pas que les gens en situation de grande précarité, c'est même les couples qui travaillent. Faire cet effort de dépenser 2 000 euros par an, c'est énorme. Alors moi, ce que j'essaye de faire, je ne sais pas si ça marche ou pas.
on peut demander, moi je tente le tout pour le tout, parce que, alors, ce qui n'est pas le cas pour, alors justement là où on est moins chanceux pour les fentes, c'est que les fentes ne sont pas considérées comme un handicap, il n'y a pas de taux d'incapacité, alors que sur une maladie Oscar comme une ostéogenèse imparfaite avec des compensations, que ce soit qu'il y ait une reconnaissance, un taux d'incapacité supérieur à 50%, là vous pouvez bénéficier d'aides financières. Donc ça peut être l'AEH pour des enfants jusqu'à 20 ans. Et ça peut être, moi je pense, aux aides exceptionnelles dans le cadre de la prestation de compensation. Je pense que c'est tout à fait enfin, moi, dans mes maladies, je ne le fais jamais parce que c'est des fentes. Alors, quelquefois, je tente une AEH, mais ça ne marche pas parce que le taux d'incapacité est inférieur à 50. Mais je pense que dans les OI, dans des maladies vraiment qui ont un impact sur vraiment le moteur, la fatigabilité, la douleur, etc., et qui a un taux de reconnaissance à plus de 50%, je pense que la MDPH, il faut tenter. Mais c'est pareil, la MDPH, c'est long. C'est 6 mois d'attente, quelquefois plus. Alors, ce que disait aussi le docteur Majoro, c'est qu'elle dit, nous, on arrange quand même les patients. On peut faire sur 6 mois, faire 6 chèques et ne pas que les familles ne déboursent pas 1 000 € d'un coup. Donc, il faut penser aussi à demander à l'orthodontiste, est-ce qu'on peut vous faire un chèque tous les mois, histoire de ne pas faire d'avance de frais. Et ça nous permet d'attendre la réponse de la MDPH 6 mois après. Après, ça peut être le département au titre de l'aide sociale à l'enfance. Qu'est-ce que je vois? Je n'ai pas d'autres idées. Je ne sais pas, Lisa, si vous avez d'autres expériences. Peut-être que Elvire Lenorcy peut nous dire, en termes de prise en charge hospitalière, comment ça va se passer financièrement. À l'hôpital, malheureusement, c'est très dépendant des GH, parce qu'il n'y a pas de ligne directrice nationale. Donc certains GH vont être plutôt arrangeants, justement parce que c'est des patients qui ont des maladies rares. Après, d'autres, pas du tout. Donc en fonction des villes, il y aura des réponses qui seront très différentes. Il y aura une prise en charge classique dans certains centres hospitaliers. Et puis dans d'autres... Oui, c'est-à-dire avec des semestres et un reste à charge qui sera identique à un patient qui n'aura pas de maladie rare. Dans d'autres GH, c'est le cas pour nous, mais ça, c'est vraiment une décision locale. Nous, on prend le parti de ne pas faire de dépassement d'honoraires pour les patients qui ont des maladies rares. Mais ça, c'est une décision locale, donc c'est pas national. Après, juste pour revenir sur les demandes d'aide, c'est vrai que généralement, c'est quand même très, 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 très long. Et voilà, c'est quand même au niveau des patients très difficile parce qu'on attend souvent 6 mois, 1 an avant d'avoir une réponse. Voilà, donc c'est quand même très dur pour les patients. Les aides de la sécurité sociale et des mutuelles sont beaucoup plus rapides. C'est vrai que les MDPH, c'est très, très long et ça n'arrange pas les familles. Je préfère, je démarre par des aides sécu et mutuelles où en 1 mois et demi, on a la réponse parce que les parents ont du mal à sortir tous les mois autant d'argent. Chez l'adulte, parce que pour les enfants, finalement, on n'a pas trop de soucis, surtout pour les adultes. Et là, on n'a pas la réponse en 1 mois et demi. C'est vraiment 6 mois, 1 an. Là, c'est bien compliqué. Et est-ce que le fait de travailler sur un panier de soins, finalement, au moment où l'enfant est pris en charge globalement sur un panier de soins pour l'ensemble de la vie, serait une solution intéressante? Voilà, moi je pense que vraiment ce qu'a dit Lisa, c'est absolument crucial. Faire un panier de soins maladies rares comme on a ce panier de soins pour les fentes, ça révolutionnerait la prise en charge odonto. C'est vrai que si avec les associations de patients, la filière, on peut travailler là-dessus, je pense que ça aurait vraiment un impact majeur. Juste une question, parce qu'en fait, nous, pour les fentes, on s'est beaucoup banni. Je suis personnellement beaucoup battue parce que malheureusement, pour l'orthodontie des fentes, quand on était praticien en ville, mais même sur le plan hospitalier, c'est qu'il y a quelque chose qui était autorisé pour les fentes par le TO 200, qui existait pour 1 année, qui était fractionnable en 2 TO 100 pour que les familles n'aient pas à attendre 1 an pour pouvoir se faire rembourser et que l'orthodontiste non plus n'ait pas à devoir facturer qu'au bout d'1 an les soins. C'était quelque chose qui était, on va dire, parfaitement appliqué depuis des années jusqu'au jour où, pendant cette année, récemment, pendant 1 an, en fait, ce fractionnement n'était plus autorisé. Donc, on s'est retrouvés, nous, orthodontistes de ville,
à devoir être quasiment traités comme vraiment des voleurs, en fait, en gros. Ce fractionnement n'était plus autorisé, donc on devait faire des remboursements d'indus, et surtout, on ne pouvait plus fractionner les TO200. Donc on s'est beaucoup battu, et il a fallu, en fait, intervenir auprès du ministre de la Santé pour que Olivier Véran finisse par vraiment agir au niveau de la CNAM. Et j'ai pu personnellement être en contact avec le chef de la nomenclature de la CNAM, qui a enfin autorisé le fractionnement du TO200, de TO100. Ça date début octobre. Donc, du coup, on s'est dit avec Arnaud Picard, qui est le chef de service au CRMR de MAFAS, de se dire, maintenant qu'on a le bon contact à la CNAM, de pouvoir arriver à agir. Et là aussi, pour les fentes, parce qu'il y a aussi le problème de l'implant, parce qu'il y a très souvent, on va dire, une agénésie. Donc, du coup, on a besoin de mettre un implant dans les fentes très souvent. Donc, d'aller voir cette personne, justement, au niveau de la CNAM, pour pouvoir... Il y a Oscar, la filière Oscar, il y a aussi les fentes avec le problème des implants, il y a aussi toutes les autres anomalies crânio-faciales qui demandent des traitements orthodontiques de longue durée, comme les microsomies hémifaciales, toutes les craniosténoses, tout ça qui demandent des traitements, on va dire, un peu plus longs. Et c'est pas normal, c'est vrai que un patient qui a une incisive avec 2 degrés de rotation est droit à 6 semestres, alors que des personnes qui ont des pathologies, des anomalies crânio-faciales beaucoup plus lourdes et beaucoup plus compliquées à traiter pour un orthodontiste, et aussi droit à 6 semestres. Alors là, il faut être extrêmement, vraiment très très prudent. C'est qu'en allant voir ces personnes au niveau de la CNAM, la première chose qu'ils vont dire, OK, on va vous autoriser un panier, et ce panier, ça sera un forfait, non pas un forfait, mais on va obliger tous les orthodontistes, qu'ils soient hospitaliers ou de ville, à ne pouvoir prendre que tant d'honoraires. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, malheureusement, vous pensez, vous, en tant que patient ou famille, que ça va être révolutionnaire et formidable. Et ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura plus aucun orthodontiste ou dentiste de ville qui ne pourra prendre vos enfants en charge. Ça veut dire qu'en fait, ces patients vont se retrouver en perte de chance. Donc, il faut être extrêmement précautionneux parce que vous n'avez pas la même problématique à l'hôpital que nous en ville. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très prudent. Donc, peut-être trouver des autres moyens de financement plutôt que de se dire « Ah, c'est génial, on va avoir... ça sera que 200 € par semestre et l'orthodontiste, il sera obligé de facturer que 200 € par semestre. » Mais ça sera malheureusement une catastrophe parce que plus personne ne voudra prendre en charge ses enfants. Et la prise en charge de qualité qu'on essaye de faire en médecine libérale, enfin en dentisterie libérale ou en orthodontie libérale, malheureusement, va disparaître. C'est là où tu as raison, où la comparaison avec le panier de soins de la CMU n'est pas une bonne image, en fait, parce que la CMU, qui est quelque chose de révolutionnaire et d'un progrès social majeur de ces 20 dernières années, ça a créé aussi du renoncement aux soins, parce qu'il y a des patients, comme les prix sont limités, il y a un plafonnement. En chirurgie dentaire, que ce soit simple, tous les soins conservateurs, les détartrages, les caries, les choses qui ne font pas appel à un dispositif extérieur fait sur mesure sur le patient, sont limitées dans les tarifs. Donc ça, c'est accessible à tous, plutôt remboursé à 70% par la Sécu, un ticket modérateur restant, la mutuelle le prend. Tout ça est très simple. À partir du moment où on est dans l'appareillage de la problématique orale, que ce soit une couronne, de l'orthodontie, un implant, une couronne sur un implant, un appareil amovible, c'est considéré comme l'appareillage du handicap, qui est problématique en France de manière générale. Il y a des fauteuils roulants en France qui ne sont pas pris en charge à 100% pour les patients. Donc l'appareillage du handicap, c'est un problème qui est global, en fait. Et c'est intéressant, en fait, parce que donc, la prothèse dentaire, c'est considéré comme de l'appareillage du handicap. Donc c'est pour ça que la part socialisée, elle est très faible. Et en ville, les honoraires sont libres. Donc, soit on impose un plafond tarifaire aux praticiens qui peut créer un refus de soins, et c'est quand même très ironique que la solution passe par là, et très cynique, que la solution passe par là. Alors, quand on demande un panier de soins maladies rares, c'est au contraire une enveloppe généreuse pour le peu de patients que ça représente, et pas que ça soit à la charge des praticiens, parce que ça serait tout à fait cynique, en fait, parce que ça créerait plus d'abandon que d'accès aux soins. Donc, c'était pas forcément une bonne comparaison. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Ou est-ce... Oui. Ah, monsieur, là, que je ne reconnais pas avec son masque. Oui, je vais décliner mon identité. Jean-Marc Donjon, donc association XLH. Sur un autre sujet, il a été évoqué l'errance du diagnostic.
J'ai entendu du style, comme le dentiste, ça sort de son schéma clinique habituel, mon patient me raconte des cracks, donc ça doit être psychosomatique, son sujet. Est-ce que ça a réinterrogé, à partir de ce constat, la formation? Est-ce que les nouveaux sortants, on leur a mis une petite lumière quelque part, en disant, quand ça sort de ton schéma classique, il faut que tu aies le réflexe maladie rare, alors sans qu'ils soient formés à toutes les maladies rares, mais au moins qu'on installe le doute rationnel et qu'ils puissent faire appel à un ami et qu'ils connaissent ce process d'appel à un ami. Voilà. Oui, alors c'est une très bonne question, parce que moi je suis enseignant, comme un certain nombre d'entre nous, à la fac dentaire, et on y travaille. La difficulté, je pense que c'est la même chose en médecine, c'est que on ne peut pas imaginer former nos futurs confrères, consoeurs à l'ensemble des maladies rares. Il y en a trop. Et puis, on leur explique quelque chose. S'ils voient la situation clinique dans 20 ans, il n'y a aucune chance qu'ils s'en souviennent. Donc, ce qu'on essaie de mettre en place, et vraiment, on y travaille avec les étudiants de dernière année. On a un séminaire maintenant chaque année, une demi-journée consacrée à ça, de leur faire reconnaître la situation exceptionnelle et la démarche à suivre quand on est face à une situation exceptionnelle. Où est-ce qu'on va chercher les informations? Est-ce que on demande un deuxième avis? Est-ce que le deuxième avis, il faut demander au médecin traitant, au pédiatre? Est-ce qu'il faut voir un autre dentiste? Les différents cas de figure. Et j'espère que d'ici quelques années, on aura le bénéfice de ces formations qu'on fait. J'ai l'impression que c'est un petit peu le cas, parce que, par exemple, pour l'hypophosphatasie, on a vraiment beaucoup maintenant de patients qui nous sont adressés par d'autres dentistes, voire des dentistes qui adressent directement les patients au centre de référence en disant j'ai cette situation exceptionnelle, j'ai regardé sur Internet, ça évoque tous les signes de l'hypophosphatasie, qu'en pensez-vous? Et ces informations, elles sont aussi très faciles maintenant d'accès. Vous tapez sur Google perte de dents prématurées enfants, vous avez la possibilité, c'était peut-être pas le cas il y a quelques années. Alors justement, je voulais répondre à ça, parce que dans la vidéo que vous avez vue, en fait, nous, ce qui nous a permis d'être pris en charge sur la maladie quand on est né, au bout d'1 an et demi, 2 ans, et après sur la partie dentaire, c'est parce qu'on a eu la chance de tomber sur des médecins qui étaient capables de dire « je ne sais pas ». Et le « je ne sais pas », c'est hyper important. Et pour moi, patiente, ou comme dans notre profession, le fait de dire « je ne sais pas », c'est que déjà, c'est donner une réponse à quelqu'un et de dire... nous, le professeur qu'on a, le médecin généraliste à notre naissance, c'était de dire c'est pas normal, mais je ne sais pas quoi faire. Et comme je ne sais pas quoi faire, en effet, c'est soit j'ai la solution, je laisse tomber, je prends pas en charge, ce que vous voulez, ou alors je vous adresse à quelqu'un qui peut vous renseigner. Et en fait, la démarche, elle était là de ce médecin généraliste, c'est d'avoir envoyé ma sœur plutôt à Necker, donc par effet boule de neige, donc moi. Et on a été pris en charge par... alors, ça remonte à il y a longtemps, mais au moins, à cette époque-là, il y avait quelqu'un qui était au courant de l'ostéogenèse. Et ensuite, pour la partie dentaire, ça a été plus difficile. On a eu la chance de tomber sur un dentiste de ville qui ne savait pas. Et pour une fois, le fait de ne pas savoir, c'est quand même super important. Il m'a soigné pendant 15 ans parce qu'il a cherché à savoir comment nous aider, donc déjà. Et ensuite, le je ne sais pas, ça a été la limite où... j'ai vu le docteur Bios-Duplan et pas Bretonneau, c'était plutôt le docteur Bios-Duplan, où mon médecin m'a dit, là, à un moment, j'ai une limite, c'est que je ne sais pas quoi faire par rapport à votre problématique. Et ça serait bien que vous puissiez vous renseigner pour voir s'il y a quelqu'un de spécialisé. Et en l'occurrence, par le biais de notre association, notre médecin Cochin, on est arrivé chez le docteur Bios-Duplan. Donc, encore une fois, c'est parce que, et je pense qu'on peut en rire, mais le fait de ne pas savoir et de chercher ou d'envoyer quelque part, j'ai envie de dire que c'est plus à l'environnement médical qu'aux patients ou aux parents de patients de chercher. Ça n'empêche pas de chercher, mais on est déjà dans un contexte de difficulté. Si c'est à nous d'être seuls à chercher la réponse, voilà. Donc, je pense que c'est de tout le monde, de la partie médicale, des patients, mais le patient, il attend qu'on lui donne une réponse, quelle qu'elle soit. Et je vais le dire une dernière fois, simplement le « je ne sais pas » en fait, est pour moi plus important que d'éventuellement me soigner et faire l'inverse ou de me laisser toute seule, en fait. Hélas, il est à déplorer que tous les praticiens de ville n'ont pas cette humilité. Et peut-être parfois avec une arrière-pensée un peu vénale, mais
Voilà, ou un ego aussi. Et bon, voilà, c'est les écueils sur lesquels on se heurte. Madame. Oui. Concernant les dispensaires, quelle est leur place dans votre organisation? Qu'est-ce que vous appelez un dispensaire? Les dispensaires dentaires, comme il en existe. Alors, vous voulez dire les centres dentaires, comme ils sont créés maintenant? Oui, où a priori la prise en charge, en tout cas historiquement, semblait meilleure, mais je ne sais pas, je n'ai pas beaucoup de connaissances sur le sujet. Mais les patients nous en parlent. C'est vrai qu'on a... on ne sait pas trop quelle est après leur relation avec vous, hospitaliers. Alors, le dispensaire, c'est plus vraiment comme ça qu'on va dire qu'il y a les centres hospitaliers universitaires où il y a des équipes odontologiques. Il n'y en a pas partout en France, mais il y en a pas mal en France, où il y a des centres, où il y a des services dentaires avec différentes disciplines. Il y a les praticiens de ville, libéraux, on va dire, et les centres dentaires qui fleurissent partout en France aujourd'hui, dont je m'abstiendrai de faire tout commentaire si vous me l'autorisez. Avant d'adresser un patient dans un centre quelconque, chez un... vous êtes médecin, c'est pour ça? Ouais. C'est de savoir si le praticien juste connaît la pathologie et a déjà dans sa file active des patients, et il y a un réseau ou des gens à qui parler autour de lui. C'est pour ça que dans le cadre des maladies rares, tout l'avantage de ce maillage territorial en France, c'est de pouvoir adresser un centre de référence, un centre de compétences, où il y a une équipe pluridisciplinaire qui va faire un bilan de la maladie, des choses qui sont à faire, des orientations thérapeutiques. Et si, bien sûr, le patient peut accéder au droit commun et aller se faire soigner à l'extérieur, c'est une victoire pour tout le monde, en fait. Les soins seront sans doute plus vite réalisés. On peut, nous, en tant que centre d'expertise, faire le dossier pour le financement, etc. et travailler en parfaite alliance avec la ville, qui que ce soit en ville. Évidemment que l'hôpital ne pourra pas soigner tous les malades avec des pathologies orales venant de maladies rares. Donc c'est hyper précieux d'avoir ce réseau ville-hôpital. Avec toujours, nous, ce qu'on essaye de faire, les plus grandes précautions locutoires dans les orientations thérapeutiques, pour ne pas faire d'injonction en disant « faut faire ça, faut faire ça ». Et juste en disant « voilà, on est à votre disposition parce qu'on est une équipe pluridisciplinaire, qu'on voit que des patients avec des maladies rares et qu'on a des orthos référents, des chirurgiens référents, des paro référents et qu'on est là pour parler et qu'on intègre parfois dans les RCP, etc. » Donc il faut juste que la personne sache soigner cette pathologie, en fait, qui que ce soit. Alors, avec ma vieille expérience quand même de prise en charge sur le territoire national, il y a quand même un secret, c'est que je suis tout à fait d'accord avec Monsieur Donjon et avec les patients. Premièrement, et c'est ce que j'apprends à mes étudiants, quand ils arrivent et qu'il y a des tas de numéros de maladies différents, moi, très souvent, il y a des pathologies dont je n'ai jamais entendu parler, et c'est le cas de chacun d'entre nous autour de cette table ronde. Eh bien, je leur dis, vous dites, je ne sais pas. Et puis, vous allez tranquillement regarder sur Orphanet, vous lisez, vous réfléchissez, puis après, vous parlez avec votre patient. Ça, c'est la première chose qu'on apprend, qu'on apprend au centre de référence à nos étudiants, qui sont chaque année de plus en plus nombreux. Donc, on essaie de bien les former autour de ce sujet. Pour ce qui est de la prise en charge, je pense qu'une fois que finalement, qu'on sait ce qui va arriver au patient, qu'on sait qu'un patient qui a un émail parfaitement normal va quand même avoir des abcès qui vont arriver d'un seul coup, qui vont être violents, qui donnent un risque important d'infection très grave. Une fois qu'on le sait, finalement, on peut envoyer le patient être pris en charge à côté de chez lui et pas nécessairement faire 600 km en voiture ou en train pour venir se faire soigner dans un centre de maladies rares spécialisé. Mais c'est une question de pilotage. Est-ce que, Madame Le Guy, vous avez dit tout à l'heure, où finalement, vous venez voir tous les ans le professeur Bios-Duplan, mais que vous continuez à voir votre dentiste à côté de chez vous pour une prise en charge au quotidien, régulière, quand il y a un petit composite à refaire ou un petit amalgame à refaire, ça fait totalement sens. Et je pense que finalement, à partir du moment où le patient a un fil conducteur, que ce soit pendant l'enfance, au moment de l'adolescence avec l'orthodontie, avec des gens qui connaissent, et puis au moment de la vie adulte avec la prise en charge parodontale, si nécessaire des implants, avec des guidelines bien définis, la prise en charge, elle peut parfaitement être faite par des praticiens, qu'ils soient orthodontistes ou dentistes de proximité, mais à condition que le patient soit cadré dans le centre de maladies rares. Oui, je pense, pour vous rassurer tous, c'est-à-dire que ce soit les chirurgiens dentistes ou les orthodontistes, ils ont tous la formation au départ pour savoir
soigner une dent, redresser une dent, déplacer ou aider la croissance à se faire au niveau des mâchoires. Ils ont tous formé au départ. Après, c'est plus une question de savoir quand et comment le faire et l'intercaler avec une approche pluridisciplinaire, savoir quelles vont être les séquences de traitement. Et c'est là où il a besoin d'une guidance. Et le « je sais pas » tellement important, qui montre que déjà le praticien, il est prêt déjà à collaborer et à avoir les informations. Et du coup, c'est un véritable travail d'équipe autour du patient qui se crée. Et il a besoin de guidance, mais plus pour la rareté de la pathologie. Mais techniquement parlant, il est censé être formé pour pouvoir faire ce soin. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas non plus avoir peur du fait que ce sont des praticiens qui ne sont pas formés pour ça. Ils sont formés, c'est juste une question d'être rassurés par le centre de référence et qui va pouvoir donner des guidelines, mais là encore de façon très, on va dire, diplomatique, pour ne pas aussi également se dire il faut faire ça et c'est comme ça, et si vous ne faites pas ça, c'est pas bien. Voilà, donc c'est pas ça l'idée, c'est d'essayer de ménager les susceptibilité. Oh, c'était pas vraiment une question, c'était un petit témoignage, parce que je crois que c'était il y a 2 ans et demi ou 3 ans, j'avais assisté à une conférence et après je t'avais écrit, j'avais reçu les 2 flyers avec un pour le soin dentaire, un destiné aux patients et l'autre destiné aux dentistes. Et du coup, je les avais tous imprimés en couleur et tous les patients, quand je les voyais, je leur donnais les 2 pour bien leur expliquer et qu'ils le donnent aussi à leur dentiste. Et j'ai trouvé que c'était une énorme ressource, à titre personnel. Alors bien sûr, j'ai prévenu notre prof de dentaire que j'avais eu ce document, que je ne savais pas s'il en avait un, mais que je trouvais que c'était tellement utile tout de suite. Et je lui ai envoyé en lui disant, voilà, je le donne, mais tu le prends pas mal, hein, c'est parce que c'est trop chouette, et je l'ai distribué. Et je trouvais que c'était très utile, surtout qu'il y ait aussi le message aux dentistes. Et je les trouve très bien, et je trouve qu'il faudrait vraiment les communiquer. Oui, moi j'ai une question qui est un peu plus générale. Là, on a vu donc une présentation sur les pathologies dentaires de 5-6 maladies de la filière Oscar. Est-ce qu'on a aussi des pathologies dentaires pour d'autres maladies de la filière Oscar? Donc je pensais à Ollier et l'air dans l'os. Est-ce que quelqu'un a une idée un peu, parce que je pense que toutes les pathologies de la filière Oscar sont très nombreuses. Est-ce qu'il y en a quelques autres qui ont aussi donc des impacts aussi graves que ce que vous nous avez montré aujourd'hui? Voilà. Alors, je pense que chaque patient Oscar doit avoir une consultation dentaire à peu près à certains stades de la vie. Et l'air dans l'os, oui, il y a des manifestations qui sont totalement différentes, mais oui, toutes les pathologies autour d'Oscar, mais aussi autour de beaucoup de choses, ont des conséquences au niveau des dents. Donc, je pense que vraiment avoir le réflexe. Et je suis fille d'endocrinologue, je pense que le nombre de collègues à qui j'ai pu discuter, qui ne savaient même pas que la première molaire permanente arrivait après les dents de lait, je pense que il y a très peu de médecins qui pensent à faire ouvrir la bouche à leurs patients et regarder. Et je pense que c'est vraiment important d'adresser un patient à partir du moment où il a une pathologie rare rapidement. Je peux juste rajouter un tout petit mot. Donc Valérie Cormier, c'est la raison pour laquelle on avait mis en place une consultation commune, systématique, avec Muriel Deladure et la génétique, pour justement qu'il y ait un examen systématique des dents dans le cadre des maladies osseuses. Et elle assistait en particulier à la consultation commune avec l'orthopédiste, donc on était 3. Et je pense que ce caractère systématique est très important, et donc c'était de façon annuelle. Donc voilà. Il y a des âges clés, Martin, tu peux peut-être préciser? Plutôt que âge clé, c'est sûr qu'initialement, il y a un bilan qui doit être fait. Et je pense que ça concerne vraiment toutes les maladies de Oscar et que ce serait plus facile de citer les maladies qui n'ont pas de répercussions que celles qui en ont. Et donc, et effectivement, la consultation pluridisciplinaire, c'est une très, très bonne idée. À un moment, pendant l'enfance, c'est obligatoire, hein, au début, pour essayer de voir si oui ou non il y a des répercussions, pour essayer de prévenir s'il y a des répercussions. On sait qu'elles vont arriver dans l'ostéogénèse imparfaite. On sait qu'il y aura besoin d'une prise en charge, la plupart du temps orthodontique précoce. Et ben, il faut intégrer ça dans le parcours de soins et prévenir et l'organiser dès le début plutôt que d'attendre après. Et je pense qu'il y en a une au moment de la transition qui est également nécessaire parce qu'on a vu que les besoins et les atteintes ne sont pas les mêmes chez les enfants et les adultes.
Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Agnès, tu veux faire un commentaire avant de... C'est bon, on est... Donc on va clore la table ronde. Un grand merci à toutes et à tous, surtout à nos patientes. Je vous demande de les applaudir parce que c'est beaucoup pour eux. Et puis un grand merci à Martin Bios-Duplan qui a organisé cette table ronde avec beaucoup de professionnalisme et de créativité. Donc Agnès, nous te rendons la... Ben moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je voudrais, enfin, à part remercier évidemment les intervenants et les intervenantes de la journée, donc de l'après-midi, mais aussi de la matinée, toutes les personnes qui sont ici présentes dans la salle. Je vous remercie d'être venus et puis d'avoir participé aussi activement à la discussion. Je voudrais aussi beaucoup remercier l'équipe Oscar qui a préparé cette journée. Voilà. En particulier Doriane, merci beaucoup. En particulier Doriane, animée par Elisabeth, une équipe animée par Elisabeth. On a eu aussi du soutien, donc vous avez vu, de plusieurs laboratoires pharmaceutiques, voilà, donc vous avez pu rencontrer, avec qui on travaille en collaboration. Voilà, et puis donc vous avez vu qu'on va travailler sur plusieurs projets. On a une année qui va être rythmée par le travail sur le projet de labellisation, les projets de recherche, les groupes de travail qui ont présenté leurs initiatives. Donc je vous encourage vraiment à vous présenter vers les animateurs ou vers l'équipe de la filière si vous vous souvenez plus des noms des animateurs, mais pour participer aux activités des groupes de travail. Comme maintenant il y a l'outil Zoom, les réunions vont se faire pas mal en Zoom, donc ça permet quand même de participer en étant dispersé sur toute la France, c'est quand même assez pratique. On a eu le calendrier des des prochaines manifestations, voilà, et donc on va se retrouver bientôt. On a eu la chance, je pense, de passer entre 2 vagues de Covid, et donc just. On en profite. Je voudrais juste souligner, et ils sont à disposition, un guide des principales manifestations cliniques orales des maladies rares de l'os, du calcium et du cartilage pour faire sens avec la discussion d'aujourd'hui. Vous en avez tous un exemplaire dans vos petits sacs. Il y en a quelques-uns en libre service, et bien évidemment, si vous nous envoyez un petit mail, on pourra vous envoyer les exemplaires nécessaires que vous souhaitez à transmettre à vos étudiants, aux médecins en libéral, voilà, à tout votre réseau. Voilà, et puis nous, on va se donner rendez-vous une prochaine fois, on espère le 31 mars pour le symposium outils diagnostiques, et puis le thème de l'année prochaine, on peut déjà peut-être le dévoiler parce que du coup, on voudrait quand même faire appel, c'est sur une idée de Geneviève Beaujat hier, faire appel un petit peu à vos idées. On voudrait faire ça sur le sport adapté. Donc voilà, ça fait sens vraiment avec nos pathologies. C'est très transversal et à tous les centres de référence. Donc voilà, si vous avez des idées, on voudrait faire participer également des patients. Voilà, partager de l'expérience autour de ce sport, du sport adapté en général. Et on vous retrouvera l'année prochaine en présentiel. Ça, c'est Absolument. Voilà, impensable autrement. On vous souhaite un bon retour et merci beaucoup. Merci, au revoir.